Je me réveille à 6h du matin, j'enlève mon portable du mode avion, et là je vois plein d'appels de mon voisin du dessous. Mathéo, vite, réponds, nana, ok, j'appelle les pompiers. Et là je me réveille, je fais oh. Vers où à Saint-Denis? Parce que Stade tout à Saint-Denis. C'est quoi? Salut à tous et bienvenue encore sur un nouvel épisode de Hustle & Host. Hustle & Host qui est un podcast dédié à la location courte durée, sous-location, Airbnb et ses différents acteurs. Et aujourd'hui, on a Mathéo. Mathéo qui est cofondateur de HomeNext. HomeNext qui est une société de rénovation. Exactement, une société d'architecture et de rénovation pour être plus précis. Ça c'est cool hein, que tu te sois lancé aussi jeune parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, à cet âge-là, pourraient se dire bon bah j'attends d'avoir peut-être 18 ans et c'est à partir de 18 ans que tu vas commencer à bosser et que tu te rends compte de la réalité de la vie et tu dis ah ok c'est peut-être pas cette vie-là. Comment tu t'es dit j'ai pas envie de cette vie-là plus ou moins, j'ai envie de commencer à entreprendre et d'où ça s'est venu cette idée de vouloir entreprendre? D'où ça m'est venu? Je pense que ça a toujours été. Il y en a qui disent que c'est le syndrome de l'enfant du milieu, middle child. Mais je pense pas que ce soit ça, tu vois. C'est qu'est-ce que je sais pas. Ouais. C'est juste c'est toi qui es aux commandes, c'est toi qui fais tout. Et là, c'était avec un pote, on faisait ça. Mais après, j'ai fait plein de trucs qui ont foiré, plein de trucs qui... C'est ça, hein. De toute façon, l'entrepreneuriat, si ton podcast, là, il perce, les gens, ils retiendront que ça, ils retiendront pas les autres erreurs que tu as pu faire ou l'épisode qui a pas du tout fonctionné. Et c'est ça qui est ouf dans dans l'entrepreneuriat, mais qui est horrible, c'est que ça monte comme ça. Ça descend énormément, ça remonte, c'est les montagnes russes. Et faut être prêt psychologiquement pour les affronter, quoi. Et des fois, tu dis, ça commence. Mais je sais pas, quand ça commence, c'est que moi, c'est pour moi, ça commence, tu commences à gagner, etc. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant? Et quand tu vois que tu commences, et là, je suis en train de tout mettre dans le podcast, donc là, ça redescend, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Et en fait, il y a toujours ce problème, si tu as envie de la croissance, forcément, il faut que tu réinvestisses. Et les gens, ils comprennent pas que le fait de réinvestir, c'est un peu reculer pour mieux sauter. Mais pendant que tu recules, forcément, tu gagnes un peu moins et tu te serres un peu la ceinture. Et c'est ce qu'on disait, les podcasts Homeboys ou le tien, ça coûte de l'argent, donc tu recules. Mais on sait très bien que c'est pour mieux sauter. Exactement. Et c'est vraiment les personnes qui arrivent à avoir un plaisir différé. Et c'est exactement ça en lançant un podcast. Tu sais que sur le moment, ça va te coûter de l'argent. C'est pas rentable, entre guillemets. Mais si tu as une vision long terme, quand je dis vision long terme, c'est 5, 10, 15, voire 20 ans, parce qu'une fois que tu as un podcast, je pense que moi, mon rêve, ça serait de le faire limite toute ma vie. Mais là, tu as énormément à gagner, que ça soit en réseau. Typiquement, on avait fait avec Alexandre Lacharme un épisode. C'est lui qui nous a donné un monteur. Avec Gilles Grimm, il nous a donné 2-3 conseils. Et parfois, il suffit juste d'un petit conseil. Ça peut lancer une idée dans ta tête. Et après, tu es motivé. Et surtout que, je sais pas toi, mais on a tous des pensées limitantes. Et même si tu montes dans un certain niveau, tu as encore des barrières. Et le fait de rencontrer des gens qui sont au-dessus, ils te les cassent. Et en fait, tu dis, mais le game, il est sans fin. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est ouf et qui fait peur aussi en même temps. C'est que tu dis, en fait, est-ce que je vais être jamais satisfait ou est-ce que, en fait, c'est une pièce de théâtre et il y a toujours plein de choses à faire et c'est à toi d'être l'acteur, tu vois. Ok. Non, mais comme tu dis, à chaque fois, il y a des pensées limitantes. Comme par exemple, avec Kevin, donc le premier épisode, on vient... On sympathise et il nous dit on va à Cannes et tout, est-ce que ça te dit de venir? Je dis vas-y, on y va, tu vois. Le lendemain du podcast. Et donc on a vu Caroline et il nous parle de chiffres, là j'ai perdu 400 000, etc. Mais là moi je prends plus des trucs qui sont à moins de 3 millions. C'est ouf. En fait, ça existe vraiment des mecs qui prennent des grosses sommes comme ça, ils disent si c'est moins d'1 million, je prends pas. C'est ouf. Je dis, et en fait, à chaque fois, comme tu dis, ça casse. Il était sympa humainement, parce que tu sais, parfois sur Instagram, tu montes l'image que tu as envie. Même moi, sur mon Instagram, je monte ce que j'ai envie. Et dans la vraie vie, il était cool. C'était comment l'échange? Franchement, c'était un échange assez rapide. Assez court, tu vois. Il nous a donné beaucoup de tips, de conseils aussi. Et après, il nous a invités justement à son... Qu'est-ce que c'était? C'était une... Mastermind ou un truc comme ça? Ouais, enfin... Non, il est une inauguration. Ok. Donc voilà.
Non, je pense que des aventures comme ça, il y en aura plein. Regardez Alexandre qui va tout à l'heure. C'est ça. Je dis, ouais. Et je crois que j'en ai entendu parler, puisque moi, à l'époque, comme je t'ai dit, j'avais 20, 21 ans. Ouais. Je me suis dit, ouais, je voulais investir dans un parking. Et tu pourras lui poser toutes ces questions tout à l'heure. Parce que j'ai regardé, je dis, ouais, je vais investir dans un parking, vu que l'immobilier, c'était trop cher. Mais je me dis, je regardais, je dis, ouais, le retour sur investissement, ça met trop de temps. Donc j'ai lâché l'affaire. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé avec les parkings. J'étais en... Ah, t'es dedans aussi? Ouais, j'ai commencé avec les parkings. Maintenant, j'ai arrêté. Mais j'ai commencé 2017, stage de 2e année d'école de commerce. J'ai fait une école de commerce parce que, comme tout petit branleur qui sait pas trop quoi faire, il fait une école de commerce, même si ça coûte cher et que tu dois faire un prêt étudiant. Bref, j'ai fait ça. 2e année d'école, stage de 6 mois dans une entreprise. Putain, un stage de 6 mois, je sais pas quoi faire. Moi, de base, mon rêve, c'était de bosser dans la culture hip-hop. Je voulais bosser chez Bouscapé, etc. Bon, j'ai pas été pris. Du coup, j'ai trouvé chez Route 66 Média. C'était une entreprise de street marketing. Ouais. Je commence le stage. C'était en 2016, juste après la Coupe d'Europe où on perd contre le Portugal. Donc, c'était incroyable parce que pendant un mois, Paris est en fête, tu t'amuses, etc. Et là, j'arrive fin juin à mon stage. Sauf que juillet, août, en événementiel, il y a rien à faire. Et là, je fais du 9h, 18h, derrière un ordi. Quand je demande qu'est-ce qu'il y a à faire, on me dit rien. On me fait des vieux PPT en mode les meilleures campagnes de street marketing de 2016. Et là, je me dis, wow, c'est ça la vraie vie, c'est ça le monde du travail. Ouais. Et au même moment, moi, je suis pour l'Olympique de Marseille. Il y a Franck McCourt qui rachète le club. Et je me rends compte qu'en fait, lui, sa stratégie, c'était d'acheter par exemple un club de baseball. Il le fait monter et il regarde, quand il revend le club, il garde toute la partie immobilière autour du stade. Okay. Comme ça, il garde les actifs. Et il gardait notamment comme actifs les parkings. Et là, je me dis, putain, c'est vrai que les parkings, c'est hyper intéressant pour investir. Du coup, comme monsieur tout le monde, je marque investir sur les parkings sur Google et je tombe sur qui? Une vidéo de Olivier Seban qui interviewait un petit jeune, je sais plus son nom, qui avait acheté une place de parking et l'avait divisé en 4 places pour moto. Et là, je me dis, putain, incroyable. Du coup, je fais ma première opération où j'emprunte de l'argent à ma mère et j'utilise de l'argent que j'avais économisé parce que je travaille depuis que je suis depuis 16 ans, 18 ans, pardon. Je fais des jobs étudiants. Du coup, j'ai pu mettre de côté, etc. Et j'achète une place, 15 000 euros, et je mets 4 motos à 48 euros par mois. Et j'étais étudiant. Donc là, forcément, comme j'avais pas de prêt, je reçois 193 euros tous les mois dans ma poche alors que je suis étudiant. Et là, je me dis, waouh, j'arrive à décorréler mon temps contre de l'argent. Et je me dis, c'est exactement ça que je veux faire. Du coup, je fais ça sur une 2e place, sauf que j'ai plus trop d'argent. Je peux pas emprunter avec de la love money partout. Et donc là, je comprends l'importance de s'endetter. Parce que moi, je viens d'un milieu où l'endettement, c'est mal vu. Et l'endettement, c'est quelque chose de bien quand forcément tes revenus sont supérieurs à ce que tu dois rembourser. Du coup, je fais un prêt à la consommation au Crédit Mutuel de Bretagne et j'emprunte 15 000 euros. Je mets peut-être les frais de notaire de ma poche. Et pareil, une place dans les 12 500 euros. Et 3 places, c'est une place qui était mal faite pour les Twingo, pour les voitures. Il faut vraiment en fait acheter quelque chose de moche et apporter une valeur ajoutée. Et donc les gens voyaient t'apportes une valeur ajoutée. Tout simplement, c'est par exemple une place en triangle et tu prends une craie forestière, tu la divises en 3. Ok, d'accord. Donc pas besoin d'être un génie. Moi, je suis pas du tout un génie. Et je divisais en 3, 50 euros par place, 150 euros. J'avais 88 euros de mensualité par mois avec le prêt à la consommation. Et ça s'autofinançait. Et là, je me dis, waouh, c'est incroyable. Et c'est après comme ça que je suis passé aux appartements. Mais ouais, les parkings, c'est la bonne école parce que ça te permet de comprendre comment gérer un locataire, le notaire. Après, le problème des parkings, c'est que tu n'as pas... Tu peux avoir l'effet de levier, mais c'est plus compliqué parce que tu es obligé de faire des prêts à la consommation ou des prêts étudiants quand tu es jeune. Après, c'est compliqué de lever de la dette sur que 20 000 euros. Tu peux pas faire un prêt immobilier. Et l'autre inconvénient, c'est que ça se valorise pas énormément par rapport à l'immobilier. Et surtout avec tout ce qui se passe sur Paris, avec Hidalgo, etc. Je pense que les motos, les scooters, les voitures, ça va être de plus en plus compliqué par la suite. Et c'est pour ça qu'après, j'ai voulu revendre. Et j'ai revendu en produit d'investissement clé en main. Donc, au lieu de revendre une place de parking un peu moche, j'ai vendu un produit clé en main avec une rentabilité de 6%. Donc, une place que j'ai acheté 15 000, je l'ai revendue 32 800. Et l'autre place à 12 500, je l'ai revendue 25 600. Parce que les gens, ils n'achètent pas
une place de parking, ils achètent un produit d'investissement. Ouais. Et les gens étaient très contents de dépenser ça parce que c'est du récurrent, ça bat l'inflation, c'est toujours mieux qu'un vieux taux à 0,5 sur un livret A, et tout le monde est content. Et en fait, l'immobilier, c'est ça, même dans la vie, c'est de prendre un problème, trouver une solution, apporter de la valeur, et au final, tout le monde est gagnant. C'est pas du win-lose, tout le monde est gagnant. Et de toute façon, tu dors mieux dans la vie, ça doit être pareil, quand tu proposes de la qualité et que tout le monde est content, tu dors mieux, tu vois. Et ben voilà, ça va être la prochaine question. Et comment est arrivé le Home Next, du coup, à quel moment Alors, une fois que j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier et je voulais passer aux appartements, j'avais fait une formation de Cédric Anissette à l'époque. Ouais. Donc, toujours, c'est Cédric Anissette, Olivier Seban. C'est ça. Bah, en vrai, moi, je viens pas d'un milieu de l'IMO, donc le fait d'avoir Internet, ça m'a sorti certaines pensées limitantes petit à petit. Et donc, je suis allé dans un séminaire, et il y avait une boîte qui s'appelait Investissement Locatif, qui est une boîte d'investissement clé en main. Et je suis allé voir l'ARH. J'ai tchatché un peu avec elle, et elle m'a dit, bah vas-y, je suis chaud pour te prendre. Du coup, j'ai commencé en tant que stagiaire, et après, je suis devenu chasseur dans le 94, dans le Val-de-Marne. Et j'ai accompagné des clients qui voulaient investir dans l'immobilier. Et à force de le faire pour des clients, bah, je me suis dit, bah, autant le faire pour moi. Et dès que j'ai eu mon CDI, alors là, c'était parti. 1 bien, 2 biens, 3 biens, 4 biens, 5 biens. J'ai enchaîné, jusqu'au moment où j'étais surendetté. Et j'avais 2 choix, soit aller voir mon patron pour lui demander de gagner plus, soit entreprendre. J'ai pas porté mes coronesses. Je suis allé voir mon patron pour gagner plus. Il m'a dit, bah, si tu veux gagner plus, travaille plus. La phrase cliché, mais au début, j'avais le seum, mais après, bon, je peux le comprendre maintenant. Et au final, bah, je me suis dit, bah, allez, c'est parti, faut que je me lance. Et l'endroit où j'ai le plus de problèmes, c'est les travaux. Et les travaux, c'est quand tu viens pas de milieu de l'immobilier, quand t'as pas de bouche à oreille, t'es pas avec les bons artisans, t'es pas avec les bons architectes. Bref, c'est un point qui est très douloureux. Et c'est horrible parce que c'est grâce aux travaux que ça te permet d'acheter moins cher et vraiment de te sentir encore mieux chez toi et de pouvoir même louer, faire du locatif encore mieux. Et si t'es pas mis en relation avec les bonnes personnes, bah c'est très compliqué. Et c'est comme ça, du coup, avec Gilles, mon associé, qu'on a lancé Home Next, qui est une société d'architecture et de rénovation d'intérieur. On accompagne nos clients de la conception à la finition. Et l'objectif, c'est vraiment de les accompagner. Et nous, on a vraiment un rôle de chef d'orchestre, que ça soit avec le client, l'architecte et l'artisan. Et c'est en fait 3 milieux qui, dans la vraie vie, ne sont pas censés se rencontrer. Et nous, on est justement là pour que ça se passe bien. Et en règle générale, c'est principalement des problèmes de communication. Et nous, notre but, c'est justement de fluidifier tout ça avec des process et éviter les problèmes. Et dans les travaux, je vais pas faire le menteur, il y a toujours des problèmes, mais justement, l'architecte est là pour trouver les solutions, ou l'artisan est là pour trouver les solutions. Et si les deux ont besoin de nous, on est là pour trouver des solutions. Ok, et donc vous avez commencé avec Gilles en quelle année? En 2022. Comme on vient tous les... Ouais, il n'y a pas longtemps, en final. Il n'y a que 2 ans. Mais c'est là que tu te dis... Parfois, tu as l'impression que tu n'avances pas vite. Mais quand tu regardes derrière toi, tu te dis, putain, en 2 ans, j'ai quand même fait tout ça. Donc, ça fait plaisir. Et comme on venait du milieu du locatif, au début, on a commencé par du locatif. Donc, des studios, des T2, etc. Des découpes aussi. Et au fur et à mesure, on s'est déplacé vers de la résidence principale. Et maintenant, on fait beaucoup plus de résidence principale. C'est beaucoup plus sympa. Donc, après, chaque... stratégie a ses avantages et ses inconvénients, parce que l'avantage souvent de l'investissement, c'est qu'ils ont beaucoup moins d'émotions. Alors sur une résidence principale, c'est le projet d'une vie, donc ils sont beaucoup plus à fond sur la prise, sur tel matériau, etc. Mais petit à petit, là, on se dirige vraiment plus sur du haut de gamme. Où on fait des plus belles surfaces, des plus beaux produits pour vraiment, encore une fois, de plus en plus accompagner des personnes qui ont besoin de ça aussi sur la résidence principale. Parce que justement, j'allais te demander, je pensais que vous étiez là depuis l'avant-Covid. Est-ce que vous avez vu peut-être même des oui-dire? Est-ce que ça a été différent avant le Covid et après le Covid, donc jusqu'à maintenant, le milieu de la rénovation? Les prix, ils sont bien augmentés, que ce soit le bois, etc. Tous les matériaux, même pour les promoteurs. Les promoteurs, là, je sais qu'ils galèrent tous parce qu'ils ont acheté à un certain prix avant le Covid. Tout a augmenté, les coûts de matières premières. Sauf que eux, ils doivent vendre à un certain prix et je sais qu'ils galèrent. Et pour les travaux, c'est pareil. Et en fait, le problème des personnes, c'est que, par exemple, il y a un devis qui arrive qui est à 30 000 €. Ils vont te dire c'est cher. Oui, mais tu viens pas de l'immobilier, tu n'y connais rien. C'est cher par rapport à quoi? Encore si tu as 3 devis, parce que nous, chez Home Next, lorsqu'on a un projet, on met toujours 3 artisans
enfin 3 artisans, 3 entreprises du bâtiment en concurrence pour justement avoir le meilleur rapport qualité-prix et délai. Et la plupart des personnes, ils demandent qu'à un artisan et ils disent si c'est cher ou si c'est pas cher. Mais en fait, les gens, ils connaissent pas le prix d'une rénovation ou d'une bonne rénovation. Parce que parfois, pour l'avoir fait à mes débuts, quand tu cherches le pas cher, ça coûte toujours cher après. Et c'est trouver justement un juste milieu. Sur certains matériaux, il va falloir mettre un peu le prix, sur d'autres un peu moins. Et surtout quand c'est pour du locatif, que ça soit par exemple sur la décoration, tu vas mettre beaucoup plus sur certains objets qui auront une valeur perçue qui va être énorme, mais sur les couverts, tu vas mettre du Ikea. Sur je sais pas, sur tu vois une fausse plante, autant mettre une Ikea. Mais par contre, tu vois sur des draps, par exemple, pour le shooting, ça peut être intéressant, et c'est intéressant, et je le conseille à tout le monde, de prendre des draps qui sont beaux. Pourquoi ? Parce que visuellement, ça va ressembler à quelque chose. Par contre, en effet, au quotidien, après, sur Airbnb, tu mettras des draps type Ikea, où là, en effet, ça va pas te coûter 80 € à cause d'une tache de sang, parce qu'une fille avait ses règles pendant le Airbnb. Et donc là, en effet, faut toujours, en fait, quand tu as un budget, il faut savoir où mettre pour qu'il y ait une valeur perçue qui soit beaucoup plus élevée. Et là, en ce moment, c'est qui est votre clientèle type? Donc, c'est plus des particuliers, des pros? Là, maintenant, c'est beaucoup plus des particuliers qui ont souvent des entreprises qui n'ont pas forcément le temps de gérer tout ça, qui nous contactent. On a aussi des expatriés. On a eu typiquement, il n'y a pas longtemps, un Tunisien qui voulait acheter sur Paris. Il n'a pas le temps de s'en occuper. Beaucoup de professions libérales. Et ils vous demandent quoi, en fait? Ils vous demandent de rénover l'appart? Exactement, qu'on les accompagne de A à Z, que ça soit sur la conception, la finition, et également sur la partie mobilier, décoration, où ils ont vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui les cadre sur savoir ce qui est de bon goût ou pas bon goût. Et donc, nous, c'est vraiment l'architecte qui va être la chef de projet ou le chef de projet et qui va vraiment accompagner le client de A à Z. Et moi, je sais que je suis toujours passé avec un architecte parce que je suis bon sur l'exécution, sur plein de choses. Mais tu vois, si je mets tel canapé, est-ce que ça va aller avec tel rideau? Est-ce que ça va aller? Moi, ça me stresse. Et c'est là que c'est important d'avoir quelqu'un où tu sais il ou elle a du goût, en fonction de son book, si ça te plaît, bien sûr, et quelqu'un qui va pouvoir te guider. Et je trouve qu'en France, on n'a pas encore cette mentalité de payer des coachings ou payer de l'accompagnement. Moi, je l'ai eu assez rapidement. Et quand on parle à des gens, ils disent ah t'es un bouffon, t'as payé pour telle formation, t'as payé. Ben moi, toutes les formations ou accompagnements que j'ai pu faire, j'en suis très fier parce que ça m'a amené vers où je suis actuellement. Et c'est pareil, en fait, quand tu passes par un architecte, tu donnes de l'argent contre du temps, mais aussi ça te fait gagner du temps, de l'énergie. Et forcément, t'as toujours un trio temps, énergie, argent. Si tu veux économiser sur l'argent, bah, ça va te prendre du temps et de l'énergie. Et c'est toujours un trio qu'il faut trouver. Et au fur et à mesure que tu avances, tu comprends que en plus tu vieillis. Enfin, plus tu vieillis, plus ton énergie, tu veux le mettre sur les choses qui ont vraiment de la valeur ajoutée. Et moi, je sais que l'énergie que j'ai sur des projets locatifs, en tout cas, c'est sur la recherche de financement, trouver la pépite, et le reste, faut le déléguer, quoi. Et dans la vie, il faut savoir quand tu entreprends. Il faut savoir déléguer, toi-même tu dois savoir ça, l'importance de savoir déléguer. Et donc tu es dans la recherche, et dans la recherche vous proposez à certains clients d'un portefeuille que vous avez. En fait, Omnext, c'est vraiment la partie rénovation, architecture et rénovation d'intérieur. Et moi, j'ai une autre société qui s'appelle Vidal Invest, où là, en fait, tout ce que j'ai fait pendant des années pour des clients et ce que j'ai fait pour moi, bah, ça me manquait. Parce que moi, tout ce que je fais, c'est pour pouvoir relever de la dette, réinvestir et pouvoir continuer à faire l'IMO parce que c'est une passion. Moi, j'adore acheter une petite surface défoncée, pouvoir faire quelque chose de propre et qu'après, il y a un locataire qui arrive et qui dit « Waouh, c'est magnifique, tu dors bien, t'es fier de ce que tu fais. » Et tu sais, moi j'ai plein de potes par exemple qui bossent dans la finance, qui sont toujours derrière des chiffres, derrière des tableaux Excel. Et nous on a la chance en immobilier, c'est que tu vois directement le client qui est content, tu vois l'appartement qui est propre. Et je peux avoir ce côté un peu paysan, tu vois. Moi, je viens d'une famille où mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs, viticulteurs. Et tu regarderas que souvent les meilleurs en business, c'est ceux qui ont une culture un peu paysanne où tu sais épargner parce que tu sais pas si l'hiver va être rude, etc. Et je trouve que c'est une bonne métaphore en effet. Et c'est pour ça que c'est important d'avancer en effet, mais toujours faire attention et d'avancer petit à petit. Et vos clients, vous les trouvez où alors, votre portefeuille? Sur Omnext.
Ouais, sur Home Next. Sur Home Next, alors, il y a plusieurs stratégies. La première, qui est la plus efficace, c'est la prospection. Ouais. Donc, c'est chiant, on va pas se mentir. J'envoie des messages sur Instagram, via LinkedIn, etc. Donc, avec Gilles, on se prend beaucoup de bâches. Mais il suffit d'un oui. C'est comme dans la vie. C'est comme quand tu recherches un appartement, il suffit d'un oui. Et ça, c'est hyper intéressant. Et aussi, j'ai pu remarquer, typiquement, moi, ça marche beaucoup. J'ai beaucoup plus de réponses sur Instagram. Pourquoi ? Parce que sur Instagram, j'ai tout un personal branding où j'ai des vidéos, etc. Donc, les gens, ils me suivent plus facilement. Et si, par exemple, ils me répondent pas et qu'ils s'abonnent à moi, ils vont quand même regarder des contenus. Et au bout d'un moment, ils vont exactement. Donc ça, c'est la première partie qui est la plus intéressante. Et nous, en fait, ce qu'on dit à nos apporteurs d'affaires, c'est qu'on aide les agents immobiliers à vendre des biens avec travaux ou des espaces atypiques. Et nous, notre objectif, c'est de les aider à vendre plus facilement. Et donc ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est le marketing et la communication, que ça soit sur Instagram, on est beaucoup présent là-dessus, sur YouTube, à travers mon personal branding, à travers Homeboys aussi, mine de rien. Et en fait, l'objectif, c'est de créer tout un microcosme qui relie chaque entreprise entre elles. Et c'est principalement comme ça qu'on a les clients. Et la prospection, c'est vraiment dur, on va pas se mentir, parce que tu mets ton ego de côté, et c'est ce qui est le plus efficace. Et toi, ça doit être pareil avec la sous-loc, quand tu envoies des messages et que tu te non. Limite, parfois, tu dois te remettre... Enfin, moi, je me remets en question, je me dis, mais attends, mais est-ce que mon produit, il est vraiment bien ? Et en fait, souvent, c'est pas ça, c'est juste ta façon d'aborder la personne qui est mauvaise. Exactement. Toi, tu galères d'ailleurs en sous-location pour prospecter. C'est des messages sur Le Bon Coin. Comment tu fonctionnes, toi ? Alors, il y a deux façons. Il y a beaucoup de messages sur Le Bon Coin. Et après, il y a du bouche à oreille, tout simplement. Ouais, ça, le bouche à oreille, pour toi, c'est ce qui est le plus efficace. Voilà, exactement. Vu que maintenant, on a tous, on va dire, un pouvoir d'achat. On arrive à un âge où tout le monde a acheté ou veut acheter un deuxième, etc. Et j'en suis en couple. Donc, ils vivent en couple. Donc, ils disent, ouais, j'ai ma copine aussi qui a cet appartement-là. Est-ce que ça te dit, tu vois ? Ça, c'est top. Et quand les gens voient que, ce que tu fais, c'est légitime, ça fait plus de 2-3 ans que tu le fais, ils disent, bon, il a envie, tu vois. Donc, si les propriétaires sont toujours là, s'il nous a pas appelé en disant, il y a une galère, c'est que son truc fonctionne. Et la confiance, on retourne comme ce qu'on disait tout à l'heure. Après, ils te disent aussi, on va mettre le loyer un peu plus cher, tu vois. Après, c'est un peu la règle en sous-location, c'est que tu mets un peu le loyer plus cher parce que toi, tu mets sur Airbnb. Eux, ils sont contents. Toi, tu es content. Et comme ce que je disais, le commerce, c'est du win-win. Tout le monde est content et c'est pas juste je profite. Ça, c'est la mauvaise mentalité. Non, moi, après, il y en a qui disent oui, c'est pour faire du Airbnb, ils savent. Je leur dis plus ou moins, tu as une façon d'amener les choses. C'est ça. Mais une fois qu'ils le savent, ils te disent bon, écoutez, est-ce qu'il y a moyen de renégocier ? Parce que je ne vais pas leur dire oui dès le début. Tu connais pas encore les chiffres. Je leur dis, on attend les premiers 6 mois, on regarde comment ça se passe, et sinon, on peut se fixer une... T'as une typologie de biens que tu préfères, par exemple le studio, le T2, le T3 ? T2. Ouais. T2. Avec 2 couchages, du coup ? 4. Mais toujours un canapé. Ouais. Oui, je veux dire, pardon, 2 endroits pour dormir, mais 4 couchages au total, ok. Donc ça, c'est vraiment ce que je préfère. J'essaye de me diriger un peu vers le T3. Okay. On m'a dit que c'est ce qui fonctionnait, tu vois. Mais tu peux plus avoir des soirées, par contre ? Aussi. J'ai un pote qui a ça à Saint-Denis. Ah ouais, non. Guillaume, il va se reconnaître. Ah, il a du sale parfum. Ah ben justement, à Saint-Denis, j'ai une ex qui a un bien à Saint-Denis. Ok. Vers où à Saint-Denis ? Parce que Stade tout à Saint-Denis. Ouais, ok. Un bordel. Ah ouais. Mais c'est quoi ? C'était quoi ? C'était des gens qui venaient pour les concerts ? C'était quoi ? C'était prostitution. Ouais, lui, c'était ça aussi. Prostitution, concert, drogue. Une fois, un matin à 10h, on dit, ouais, madame, on l'appelle, on dit, ouais, madame, on va défoncer votre porte et tout. Oh, putain, l'enfer. Les flics qui l'appellent, ils disent, mais je suis pas chez moi. Oui, apparemment, il y a des personnes qu'on recherche, elles sont chez vous. Non. Oh là. Donc, elle appelle la concierge qui elle-même, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Des mecs qui étaient en cavale, bref. À Saint-Denis, c'est justement, je voulais inviter quelqu'un qui faisait de la conciergerie, mais à Saint-Denis, il nous parlait un podcast où il parlait que de ça. Je pense qu'il peut avoir plein d'histoires, plein de dingueries à raconter, ça peut être intéressant. Quand je lui parlais, donc toi, par exemple, Saint-Denis, tu conseilles de faire que de la longue durée et pas de la courte durée ? Saint-Denis, je conseille de faire de la courte durée parce que la rentabilité, elle est super, mais il faut être sur place. Ou vraiment, aller maximum 15 minutes. C'est pas facile, hein. Ouais, non, si, par exemple, je pourrais pas faire à Saint-Denis, parce que je vois des biens sur Saint-Denis, même dans le 93. Et l'immobilier est beau à Saint-Denis, hein. T'as de l'ancien parfois qui est beau. Hein. Mais je me vois pas, en tout cas, prendre un bien à Saint-Denis.
Ok, intéressant. Ou si je prends un bien à Saint-Denis, je pense que je te lèguerai ou... Ouais. Parce que non, ça, c'est vraiment un truc de compétition. C'est dommage parce que t'as le Stade de France à côté, t'as l'aéroport qui est pas loin, t'as Saint-Denis, Pleyel, où t'as la 14, là, je sais plus quelle, t'as plein de lignes et tout ça. Ah non, c'est compliqué. Et je sais que mon pote, il lui arrive plein de dingueries, justement, à cause de ça. Et c'est là que tu dis, parfois, c'est bien d'avoir des T3, mais t'as aussi plus de chances de... Je sais qu'il y a Sofiane que tu devrais inviter, un de ces quatre de Get Host, qui est incroyable. On a parlé. Ah bah, il est très cool, je te le conseille. Et lui, il a souvent les bonbonnes de gaz, là, de gaz hilarant. J'ai oublié comment ça s'appelle. T'en as de plus en plus. Ouais. Moi, ça va, j'ai jamais tombé là-dessus. Mais c'est vrai que t'en as parfois qui abusent. Ouais, comment ça s'appelle moi, du gaz. Gaz hilarant, voilà. Ouais, non, ça c'est vrai que là, t'as des soirées où il y en a plein partout, etc. Apparemment, dans un de mes Airbnb qui se trouve dans le 95, ouais, il y en a quelques-uns, mais c'est pas un fléau. Je sais que dans le 93, c'est... Ouais. La dernière fois, il y avait... je sais pas si t'as été tu devais savoir, il y a eu une fille qui s'est fait agresser parce que son père avait de la crypto et il voulait essayer de la prendre, etc. Et quand la police sont allés récupérer les gars, ils avaient un Airbnb à Palaiseau, et imagine, t'es le propriétaire du Airbnb, et là on t'appelle, oui bonjour, c'est, je sais plus, la gendarmerie, on vient de défoncer votre appart parce que vous avez logé, et tu te dis, putain, c'est terrible. Ce sont les risques du métier. Exactement. Et Airbnb, ça reste un business, et c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Non, les gens qui s'inquiètent parce que la personne a oublié de mettre les clés et tout ça, c'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est... Toi, t'arrives à rester stoïque par rapport au problème? Tu les prends franchement, depuis que je fais ça, j'ai une autre personne. J'avoue. Des gars des autres? Pas de souci. Oui, c'est exactement ça. On m'appelle. Oui, on a volé la télé. Ok, ben rachetez-en une autre. Ouais. Ah là, je vous fais un virement, rachetez-en une autre. Ah oui. C'est tout? C'est tout, ouais. Des gars des eaux, appelez l'assurance. Voilà, exactement. C'est ça, en fait. Ah, mais il y a du... Nettoyer, je vous paye en plus, et puis c'est tout. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et limite, la vie est plus sympa quand tu comprends. En fait, c'est horrible, c'est qu'on a tous des problèmes. La première fois que tu as ce problème, tu te dis, waouh, c'est la fin du monde. Exactement. Et en fait, tellement tu as de problèmes au bout d'un moment, bah, pour toi, c'est normal. Et tu comprends qu'en fait, si tu as un process pour chaque problème, t'as pas de stress. Un process, c'est de la liquidité. Ouais. La trésor. Toi, ça va, la trésor, t'arrives à gérer parce qu'on retourne sur ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu as envie de faire de la croissance, bah, tu as envie de réinvestir. Mais si tu réinvestis trop, mais que ça rentre pas, toi, comment tu gères ta trésorerie, etc. Je mets toujours, on va dire, 10% pour les grosses galères. Ok. Dans tout ce que je prends, 10%. 10%, on va dire, de profit. Et 10% de réinvestissement. Ok. Les 3-10. Voilà, exactement. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et après, je garde une petite partie pour les mois, les longs mois, on va dire. Là où c'est assez saisonnier, surtout dans le sud de la France, et un petit peu en Guadeloupe aussi. Ça doit être frustrant parce que ça doit faire des chiffres qui doivent être dingues pendant une partie de l'année. C'est ça. Et l'autre où ça doit être beaucoup plus calme. Ben, après, maintenant, j'ai commencé à mettre un truc en place. C'est que, par exemple, à Cannes, on va dire du mois de mars jusqu'au mois de début octobre, c'est en LCD. Ok. Et après en longue durée. Et après, je le mets en bail mobilité. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Bien, comme ça, t'es... C'est puissant le bail mobilité, hein. Bail civique aussi, je connaissais pas bien et c'est un monde. Sur Paris, tu fais ça aussi un peu sur Paris ou pas Non, pas trop. Paris, c'est chiant. Ouais. C'est chiant. Bah, t'es obligé de faire du bail mobilité et après, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, les chiffres, là, il y a Antoine, un ancien Domnext, qui a acheté un T2 à Belleville. Ok. Ça crache du... Mais il peut faire du Airbnb? Oui, parce que c'est un logement, il y a la commercialité. Ok. Là, il n'y a pas longtemps, il y a une agent IMO qui m'a contacté parce qu'ils n'arrivent pas à vendre un bien depuis 3 ans, un loft. Et c'est horrible parce qu'ils avaient la commercialité et le propriétaire, avant le Covid, ils ont remis en habitation. Et j'étais en mode, oh là là, l'erreur d'une vie. Ouais. Parce que tu avais une commercialité sur un loft. Oh, ils auraient pu se régaler. Et du coup, il est invendable parce qu'un loft sur rue, bah, personne ne veut. Alors qu'un Airbnb loft sur rue, c'est pas du tout la même histoire. Ouais. Et vous, avec HomeNext, quand vous rénovez du coup pour les Airbnb, c'est quoi vraiment on va dire les 3-4 points sur lesquels que vous prenez en compte pour que ce soit justement comparé à une rénovation classique? L'objectif quand tu fais un Airbnb, c'est de te différencier du reste. Et heureusement ou malheureusement, ça dépend du point de vue, c'est assez facile. Ouais. Donc, typiquement, avoir du beau mobilier,
avoir vraiment créé un coup de cœur, avoir des belles photos. Ouais. Typiquement, on a une amie qui s'appelle Charlotte, qui a un appart, qui a fait une rénovation incroyable. Elle est architecte à Bordeaux, une maison exceptionnelle. Photos éclatées. Elle a fait des photos éclatées. Ouais. Et j'arrêtais pas de lui dire, et elle me disait, oui, mais ça se loue à ce prix-là. Je fais, oui, mais tu te rends compte que si tu mettais des belles photos, tu louerais encore plus cher, et en final, tu gagnerais plus en louant moins. Et c'est ça qui est chiant en France, je trouve, c'est que le niveau parfois est tellement bas qu'on se satisfait de peu. C'est ça. Et le fait d'être pro, que ça soit sur un podcast, que ça soit dans ton travail, que ça soit dans ta communication ou sur Airbnb, c'est vraiment la base. Et typiquement, sur un appartement, quand tu arrives à faire des belles photos et aussi à raconter une histoire, c'est-à-dire quand il y a la photographe qui vient, tu vas lui demander de, par exemple, mettre un café, mettre des fruits. En fait, il y a tout un travail. C'est pas juste, il y a le photographe qui arrive, tac, tac, ok, je passe à autre chose. Et pas faire des photos en mode agent immobilier, en grand angle. Les gens, ils veulent que tu racontes une histoire, que tu fasses un plan serré sur, par exemple, la tête de lit. Et c'est vraiment, j'invite à tout le monde d'aller mettre Airbnb, Paris 4e, tu verras des vieux draps Ikea que tout le monde a, alors que si tu achètes un beau drap au moins pour le shooting, ça sera sympa. Et rien que ça, tu te démarques. Et l'objectif de tout le monde, c'est de louer le moins pour pas non plus avoir trop de personnes qui détruisent son bien, et le plus cher possible. Exactement. Donc rien qu'en faisant ça, ça te permet de faire la différence. Sur le sol, typiquement, moi, ce que je conseille souvent, c'est de mettre du carrelage effet bois. Donc, pourquoi ? Parce que lorsque les femmes de ménage, faut penser aussi aux femmes de ménage quand tu fais un projet. Et ça, les gens n'y pensent pas assez. Les femmes de ménage, lorsqu'elles nettoient le sol, parfois, elles ont tendance à mettre beaucoup d'eau. Et si tu mets un sol stratifié, à force, il a tendance à gondoler. Alors que si tu mets un carrelage effet bois, déjà, visuellement, on dirait un sol stratifié, qui est plutôt beau. Sauf que quand la femme de ménage, elle doit nettoyer, c'est beaucoup plus simple parce que c'est un carrelage. Et le carrelage, c'est beaucoup plus solide dans le temps. Ouais. Donc moi, sur les rez-de-chaussée, je le conseille vivement. Et si c'était à refaire, les architectes sont pas forcément toutes fans forcément parce que elles préfèrent parfois un vrai stratifié, etc. Mais c'est toujours important. En fait, on a l'architecte, on a aussi le terrain. Et nous, avec Omnex, on a ces deux parties-là entre le côté pratique et théorique. Et nous, justement, on apporte cette valeur ajoutée là-dessus où quelqu'un n'aurait pas forcément cette visibilité, tu vois. Et vous, sur Omnex, vous êtes que sur la région parisienne un petit peu ou Alors, en fait, on va aussi en fonction des projets. Ouais. Donc là, on est principalement sur Paris. Parfois, on se déplace à 2-3 heures en fonction de la taille du projet, bien sûr. Si c'est un immeuble de rapport, si c'est une grosse maison, etc. Là, on a eu une demande dans le sud de la France. Et du coup, c'est suite à cette demande qu'on se demande, est-ce qu'on va prospecter, est-ce qu'on va commencer à développer vers Marseille, etc. Ouais. On a eu une demande à Sanary-sur-Mer. Donc là, c'est en cours, c'est pas encore signé, mais c'est en cours. Et en fait, tu te rends compte que l'objectif, c'est pas forcément notre objectif, c'est vraiment de faire de la qualité. Parce que quand tu fais de la qualité, le bouche à oreille, ça tourne tout seul. Ouais. Et nous, notre but, c'est lorsqu'on fait un projet, que ça se passe bien avec le client, on puisse faire un témoignage vidéo, ils nous mettent une 5 étoiles, qu'il en parle à d'autres personnes. Et en fait, quand tu as un client qui est satisfait, il va en parler à 2 autres. Ouais. Ces 2 autres vont en parler. Et c'est comme ça que tu crées vraiment un cercle vertueux. Si un client qui est pas satisfait, il en parlera à 10. Il en parlera à 10 comme quoi il est pas content. Et surtout, ton meilleur commercial, il va pas parler de toi. Et c'est ça qui est chiant. Ouais. Donc là, pour l'instant, on se concentre beaucoup sur Paris parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais en effet, parfois, on a eu une demande sur Nantes, sur un bel haussmannien où il y a quelque chose vraiment de magnifique à faire. Une belle villa à Sanary-sur-Mer. Donc, dans l'immobilier, surtout quand on peut voir des échecs comme Mastéos, etc., s'il y a bien une chose dont on a appris, et il faut savoir que nous, on est en bootstrapping, c'est-à-dire en fonds propres, on ne fait pas de levée de fonds. Donc, chaque euro qu'on investit, il faut qu'on ait un retour sur investissement. Et donc, quand c'est comme ça, ce qui est bien, c'est que tu as la duréalité de l'argent. On retourne sur le côté paysan. Ouais. Tu sais que chaque argent que tu as, faut que ça soit rentable. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère avancer doucement, mais sûrement, plutôt que de dire, OK, on va conquérir l'Europe. On est ici, on est là. Sauf que les travaux, c'est quand même moins scalable que certaines entreprises. Et entre le moment où tu es le client et le moment où tu finis les projets, typiquement, là, on a fait des rénovations qui sont magnifiques, mais on n'a pas pu encore les mettre sur notre site parce que les travaux sont pas encore tout à fait terminés. Et en fait, tu as toujours un cycle qui est beaucoup plus long dans la rénovation et il faut savoir respecter tout ça et ne pas aller plus vite que la musique. Est-ce qu'il y a des décos, des vibes en ce moment qui sont vraiment, tu te dis, OK, que les clients recherchent ou... J'ai un ami pour qui j'ai chassé. Lui, il avait voulu faire un effet pop. Ça marche du feu de Dieu. Pop art pop, c'est-à-dire avec des couleurs très vives, etc.
Par contre, ça marche pas à tout le monde, tu vois. Ma mère, quand elle a vu ce projet, elle fait je déteste. Je lui dis oui, mais maman, ce genre d'appart, c'est pour du Airbnb, tu vas pas tous les jours, c'est justement tu veux sortir un peu de ton quotidien, etc. Ça dépend en fait. T'as un peu de tout. Sur Paris, je conseille pas forcément de faire à thème. En fait, les thèmes de type atypique, je le conseille de le faire dans des zones un peu moins tendues. Même, je sais pas, 91, un peu loin, où c'est un peu moins tendu. Quand c'est tendu, t'as pas besoin forcément de mettre autant. Par contre, c'est vrai que c'est important quand même de mettre un certain prix en réno pour vraiment être tranquille. Parce que si c'est pour refaire le sol, si c'est pour rechanger la plomberie, un petit détail qui est important. Le ballon d'eau chaude, là tout à l'heure j'en parlais, mieux vaut avoir un très grand ballon d'eau chaude qu'un petit parce que surtout les étrangers, les Américains, ils ont tendance à prendre de très longues douches chaudes et rapidement ils vont se plaindre en mode oui, je me suis douché que 5 minutes, arrête, tu t'es douché 20 minutes, j'ai plus d'eau chaude, etc. Donc ça c'est un petit hack, c'est vraiment de ne pas hésiter à mettre un grand ballon d'eau chaude. Donc le problème des petites surfaces, c'est que parfois c'est un peu galère, mais mieux vaut mettre un bon ballon d'eau chaude que essayer de faire une niche sympa pour mettre un petit ballon d'eau chaude. Et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on sait que voilà, il y a la théorie et la pratique. Et l'objectif, c'est quand même que ça soit au quotidien sympa pour le locataire ou pour le voyageur Airbnb. Ok. Et donc, tu nous as dit pop art. Il y a quoi encore pop art, après, un étranger qui vient sur Paris, qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut voir du Paris. Et qu'est-ce que c'est du Paris? C'est du haussmannien. Et typiquement, mettre des cimaises, faire des fausses moulures, ça coûte pas non plus hyper cher, mais la valeur perçue, elle est immense. Et le minimaliste. Les gens aiment bien. Ça, c'est sur Paris même, par contre. Sur Paris même, et même proche Paris. Parce que typiquement, à Vitry-sur-Seine, j'ai un appartement comme ça, où je l'ai rénové en mode un peu haussmannien. Et ben, je peux te dire que les gens, ils ont l'impression d'être dans Paris, sauf que le pouvoir d'achat des personnes qui vont à Vitry-sur-Seine, les voyageurs, il est moindre que ceux qui vont sur Paris, sauf qu'ils ont quand même cette impression d'être sur Paris. Et en fait, il faut proposer une offre à tout le monde, et en faisant ça, eux, ils sont très heureux, et même en photo, ils peuvent donner l'impression qu'ils sont sur Paris, parce que de toute façon, quand tu dis à un Américain, je suis à Vitry-sur-Seine, pour lui, c'est Paris. Il y a le métro juste à côté, c'est ça. Voilà. Et ça marche bien. Et nous on fait pas forcément des choses hyper, c'est vraiment assez simple. Mais parfois si c'est assez simple et que c'est bien marketé et que on voit sur les petits détails, sur par exemple une lampe qui vient d'un de nos partenaires, là ça peut vraiment faire la différence. Et quand il y a une belle homogénéité et que chaque meuble vont bien ensemble, ça marche directement assez facilement. Le bien où vous avez, on va dire, pas doublé, je pense que la plupart vous avez doublé, mais qui vous a rapporté le plus et le client vous a dit c'est vraiment une folie ce que vous avez fait, ça me rapporte. Là, on est en train de faire une dinguerie. C'est pour la sœur de Gilles qui s'appelle Inès. C'est une découpe, donc c'était un seul lot, mais qui est divisé en 2 studios avec mezzanine. Et là, c'est Anastasia, une de nos archis, qui est sur le coup. Et celui-là, il va être incroyable. Et je pense que il va être beau. Et en plus, je pense qu'il va être hyper intéressant. Moi, j'avais refait aussi avec Anastasia un appart que j'ai en sous-location, qui appartient à William, un ami agent immobilier marchand de biens. Et le avant-après, il est incroyable. Et il marche hyper bien. En T2, pareil, il était gris, blanc, pas très beau. On a apporté du charme. J'ai acheté un vieux miroir chez Emmaüs pour apporter le charme de l'ancien. J'ai acheté les vieux livres d'époque où il y a écrit Victor Hugo, etc. Et ça marche du feu de Dieu. Et tu vois, ça n'a pas coûté hyper cher. C'est juste de l'optimisation, bien délimiter les espaces, c'est-à-dire derrière le lit, mettre par exemple un mur de couleur, créer un petit espace cocon où tu peux t'asseoir, un peu lire, créer un espace pour manger. Et l'important, c'est de bien délimiter les espaces. Et dans certains endroits, les espaces sont pas bien délimités. Et quand c'est pas bien délimité, ils ont du mal à se projeter. Alors les lofts, typiquement, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ont du mal à vendre les lofts. Pourquoi ? Parce que c'est pas assez bien délimiter les endroits et du coup, ils n'arrivent pas à se projeter. Et on est des êtres humains, on a besoin quand même de pouvoir se projeter avec des petits espaces. Okay. Alors, pour ceux qui font de la sous-loc, parce que c'est un podcast un peu sous-loc, donc qui ne sont pas propriétaires potentiellement, les 3 clés pour une bonne rénovation, tu le mettrais sur quoi ? La peinture. La bonne peinture, parce que souvent, ça ne coûte pas non plus hyper cher et un coup de propre, c'est hyper impressionnant. Ça dépend de la cuisine, mais une bonne cuisine, c'est quand même important parce que Airbnb, sinon,
T'es en concurrence avec des hôtels. Les hôtels, ils ont pas de cuisine. Et quand quelqu'un il vient sur Airbnb, c'est pour une cuisine. Et un autre, mais c'est plus pour le mobilier, c'est un leaking size. Leaking size, tu te démarques énormément de la concurrence. Quand tu vas en recherche sur Airbnb, on te propose en gros leaking size. J'ai un ami, un appartement dans le 9e arrondissement pendant les JO. Il a eu pour 2 semaines un Américain pour 15 000 euros de loc. Le seul truc, il lui a dit, je vous le paye en cash. Par contre, sur les 3 lits, je veux que du king size. Bah, je peux dire, il a acheté que des king size. Et les Américains, en fait, sur Paris, je trouve qu'il faut tout faire pour plaire aux Américains. Les Américains, ils ont le pouvoir d'achat. Ouais. Ils partent très peu en vacances. Donc, quand ils partent en vacances, ils ont envie de se faire kiffer. Si tu veux faire, je veux pas foutre la merde, mais si tu veux faire du cash, ils ont la culture du cash. Du coup, ils donnent beaucoup plus, alors que le français, il est un peu, Et les Américains, voilà, la TVA et tout ça, oui, mais en même temps, ils ont marre de l'État, mais ils sont contents de payer leur TVA, enfin bref. Et du coup, c'est important, faut vraiment, quand tu fais un Airbnb, savoir qui tu veux viser. Ouais. Si tu veux viser sur Paris, le mieux, c'est de viser des Américains ou des étrangers. Si t'es, je sais pas, à Cannes, tu vas viser peut-être une clientèle anglaise et on va pas se mentir, souvent les étrangers, c'est les mieux à cibler. Hein. Ça dépend où t'es, mais sur Paris, proche banlieue, Cannes, c'est quand même les étrangers qui sont le plus intéressants et qui posent parfois le moins de problèmes. Ça dépend. Je sais que les Espagnols, parfois, ils sont un peu chiants. Je sais pas, toi, t'as des nationalités où ils sont un peu plus chiants ou pas? En fait, des nationalités qui sont plus chiantes, elles sont toutes chiantes. Ouais. C'est vraiment en fonction de la personne. Voilà, mais en fait, elles ont toutes leurs particularités. Ouais, c'est ça. Elles ont toutes leurs particularités. Toi, t'as un petit hack ou pas quand tu prends un appartement pour lui redonner un peu du charme et du peps en sous-loc? La peinture. Ouais, c'est simple, efficace. La peinture, tableau, donc ça va être décoration. Là, j'en ai pris un il y a 2 jours. Mais là, il y a quelqu'un qui est arrivé pour 3 semaines le lendemain. Putain, donc j'ai même pas eu le temps de. Ouais, donc là, il faut. Voilà, donc là, je me dis, bon, ça me laisse un peu de temps, mais je vais mettre un petit peu des lumières de tableau, là, tu vois, ce qu'on met au-dessus, tu vois, vu que là, c'était un studio qu'ils ont transformé en T2. Parfait, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est un petit truc facile à... Mais ouais, la déco, c'est hyper important, parce que ça coûte pas forcément hyper cher, mais la valeur perçue, elle est incroyable. Ouais, et je vois tellement, tu vas sur Le Bon Coin, tu mets Vitry-sur-Seine, studio ou T2 meublé, mais c'est vraiment du meublé schlag. Et c'est pour ça qu'avec Comnext, parfois, les personnes peuvent dire « Ah oui, les travaux peuvent être un peu chers ou le mobilier peut être un peu cher. » Mais tu te rends pas compte que quand tu as un appartement qui est meublé, qui est magnifique, tu vas... En fait, dans la vie, tu reçois ce que tu donnes. Quand tu donnes de la qualité, tu reçois des locataires de qualité et tu n'as que du positif qui arrive. Et les personnes que j'ai pu connaître... Ouais, sauf à Saint-Denis. Et les personnes que... j'ai pu remarquer, en fait, que vraiment, quand tu proposes de la qualité, t'as pas de cassos en locataire ou en voyageur. Et ça se passe très bien. Et c'est pour ça que... tu mets les prix plus haut aussi. Exactement. Et c'est comme dans la vie. Quand tu vas en boîte, si t'as une boîte gratuite, tu vas peut-être avoir des cassos. Si tu mets la boîte à 15 €, c'est triste, mais c'est la réalité. Là, en tout cas... En sous-loc, ce serait la déco. Hein. Parce que tu peux pas faire grand-chose de toute façon. Au bout d'un moment, tu vas pas non plus investir. Ça dépend. Si tu as une vision long terme et que la personne, tu la connais bien, tu peux vraiment investir un petit budget. Par contre, si c'est pas chez toi, en effet, tu vas plus jouer sur le mobilier, etc. Et toi, comment tu finances le mobilier? Tu fais aussi sur du paiement en 10 fois, 12 fois sans frais pour pas que ça attaque trop ta trésorerie. Souvent, tu prends du meublé directement. Alors, le premier que j'ai pris, il était à nu. Ça m'a bouffé la trésorerie. Mais ceux que j'ai pris juste après, c'était que du meublé. En fait, ce qui est dur, je trouve, c'est que la meilleure stratégie, si on oublie la trésorerie, c'est de prendre un nu, parce que tu peux en faire un bijou. Ouais, le seul problème, c'est la trésorerie. Et la trésorerie, dans le business, c'est le nerf de la guerre. Alors qu'un meublé, en effet, tu l'as, tu as juste quelques affaires, tu peux, mais tu marges, enfin, de ce que j'ai pu voir de mon expérience, tu marges beaucoup plus sur un non meublé. Par contre, il faut retrouver tes billes quand même au bout d'un moment. Alors qu'un meublé, tu marches quand même un petit peu moins. Par contre, il y a une rapidité d'exécution qui est beaucoup plus intéressante. Et parfois, je pense qu'en business, mieux vaut être agile et pouvoir avancer rapidement plutôt que prendre un non meublé. Ça va te prendre peut-être 1 mois à tout refaire et tout ça. Alors que si c'était un meublé, tu aurais pu en faire 3 et pouvoir... Après, ce que je fais maintenant, c'est si vraiment le bien il est bien placé, que voilà, le meublé n'est pas trop sexy,
c'est qu'on va dire que comme j'ai fait avec l'autre, déjà, quand je prends ça c'est un petit hack, quand je prends en sous-location, ce que je fais, avant même de signer le contrat, je prends les photos, je viens le visiter, je prends les photos, je mets déjà l'annonce. Ah, pour tester. Pour tester et pour avoir des réservations. Comme ça, le jour où je signe, je sais qu'il y a des réservations qui arrivent. Je serai pas dans le moins, tu vois, dans le négatif. C'est ce qu'il faut. Donc, ça veut dire que juste après ça, je sais que voilà, ma trésorerie revient à zéro et avec le cash que j'ai pu générer, je pourrais éventuellement le redécorer pour reprendre des bonnes photos et faire ce que j'en veux plus ou moins. Pour les prix, tu utilises PriceLabs aussi ou tu utilises Airbnb directement? J'ai testé PriceLabs au tout début. J'ai pas trop aimé. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Des fois, ils tirent les prix vers le bas alors que tu sais que tu pourrais... Si tu connais en fait ta zone, tu sais que tu peux c'est-à-dire que tu mets toi-même tes prix en fonction de la période, etc. Exactement, ouais. Mais je pense que je vais peut-être, vu que j'arrive à un palier, je vais prendre PriceLab au bout d'un moment. Moi, j'avoue que j'ai PriceLab et je trouve ça quand même pas mal. Après, en effet, parfois, il peut t'amener les prix vers le bas, mais quand tu connais bien ton marché, tu peux vraiment mettre le vrai prix. Mais c'est vrai que, pareil, je connais des gens qui font du Airbnb qui ont le même prix tout au long de l'année. Ah non, ça c'est... Et t'as beau leur expliquer, hein. Moi, il y en a parfois que j'ai arrêté d'aider parce que tu veux aider des gens, mais tu leur dis télécharge PriceLab parce que ça te permet d'avoir un prix qui est différent en fonction de la période de l'année, ça le fait tout seul et tout ça. Et les gens, il y en a, ils sont pas prêts à investir, même 12 € par mois pour ça. Mais c'est vrai que PriceLab, c'est quand même un top. Et surtout, la tarification intelligente de Airbnb, elle est nulle à chier. Ouais. Et ils vont te mettre un bien à 30 balles. Ils vont me dire parce que eux, faut pas oublier, Airbnb, leur objectif, c'est de louer. Ouais, c'est ça. C'est de louer. Et même si, alors que nous, notre objectif, c'est de louer le moins, je reviens encore là-dessus, mais le moins possible, mais le mieux possible. Et c'est ça. Et c'est pas du tout le même objectif. Et le plus possible, ouais. Mais, et ce qu'on oublie aussi, c'est que Airbnb, c'est pas la plateforme de réservation, c'est pas la première plateforme de réservation, c'est Booking. C'est vrai que c'est Booking, c'est Booking, ouais. Et c'est ce qui est plus utilisé aussi, même si dans le langage, on dit Airbnb, etc. Mais c'est Booking, puisque Booking rassemble les hôtels, Booking est présent dans le monde entier, Booking, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas Airbnb. Tu utilises quel, comment on appelle ça déjà, pour réunir Booking et Airbnb? Channel Manager. Channel Manager, merci. Je dirais pas parce qu'il faut. Alors qu'il me paye, sinon. En tout cas, il est bien ton Channel Manager. Ouais, j'aime bien, j'ai pas eu de soucis. Ouais. Parce que je sais que c'est pas facile parfois de trouver le bon Channel Manager. Moi, j'ai une stratégie qui est peut-être une erreur, mais mes process ont été bien avec eux. Je suis que sur Airbnb. Et j'avoue que je suis assez satisfait. Mais c'est vrai que, voilà, en effet, le mieux, ça serait de mettre sur Booking et Airbnb, déjà pour diviser les risques. Parce que sinon, après, tu es à la merci en tant que propriétaire d'Airbnb. Et surtout que parfois, c'est horrible quand tu fais tout quali et tu as un voyageur mal luné qui te met 3 étoiles et ils te disent on peut t'enlever l'annonce alors que tu as tout bien fait, juste parce que il y a un sentiment d'insécurité, alors que c'est juste qu'il est passé devant un grec et il s'est senti en insécurité. T'es en mode bon, là t'abuses un peu. Et en effet, le fait d'être sur Booking, je pense que ça peut sécuriser. Mais c'est vrai que tout mutualiser sur une seule plateforme, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Mais en tout cas, moi, Airbnb, c'est vrai que là, j'ai tout effacé et j'ai relancé des nouveaux comptes. Et tu vois une grosse différence, le fait d'effacer et de recommencer? Bah oui. Entièrement, j'étais à 4-5. J'avais pratiquement pas de réservation. C'est ouf. Voire pas du tout sur certains apparts. Là, je suis repassé vraiment clean. Est-ce que Airbnb te boycottait je sais pas si Airbnb me boycotte, mais de toute façon, les gens vont voir 4,5 et un mec à 4,9. Ouais, donc ils ont 4,9, tu vois. Surtout s'ils viennent de loin, pourquoi tu vas prendre le risque de mettre un mec à 4,3, 4,1 et des mauvais commentaires alors que t'as le même bien, bon, tu payes un peu plus cher, mais t'es sûr sur plus ou moins de la qualité, tu vois. Non, Airbnb, quand ça marche, c'est quand même un des meilleurs business. Tu dis, waouh, j'ai envie de faire que ça. Mais parfois, c'est vrai, quand tu peux avoir un petit message, parce que hier, ça m'est arrivé, je me suis énervé, parce que quand tu fais un bon process pour que la personne rentre, tu dis, tout le monde y arrive. Et là, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, je sais pas comment entrer. Je lui fais, attendez, est-ce que vous avez lu les messages? La personne appelle et tout ça. Je fais, non, je répondrai pas. Est-ce que vous avez lu les messages? Et c'est vrai que c'est chiant, parce que parfois, sur des petits problèmes comme ça peut t'énerver, alors qu'en vrai, c'est vrai qu'Airbnb, c'est quand même un sacré business. Hein. Mais les gens veulent pas lire le message, exactement. Des fois, parce que je reçois des appels de Guadeloupe et tout à 3h du matin. Pour des gens qui me disent, c'est où? Est-ce que vous avez lu le message? La charge mentale, t'arrives à le gérer, parce que moi, à un moment, j'avais 6 ou 7 appartements Airbnb et je commençais à en avoir marre.
parce que trop d'appels, trop de C, tout ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que les appartements les plus rentables qui m'apportaient le moins de problèmes, je les ai gardés, et les autres, je les ai mis en location longue durée, parce que c'est rentable et tout ça. Du coup, il m'en reste plus que 3. J'ai quasiment plus de problèmes. C'est impressionnant. Toi, est-ce que tu fais aussi du tri parmi tous tes appartements ? Comment tu t'organises, toi, de ton côté ? Et la sous-location, c'est ça, c'est un système d'arbitrage. Ouais. Tu es obligé de voir tous les 6 mois ou tout, je sais pas, après la fréquence, mais de voir lequel te rapporte le plus, lequel te fait le plus chier, sur lequel tu as le plus de mauvais retours. Par exemple, ceux où j'avais le plus de mauvaises notes, on va dire, je les ai retirés d'Airbnb complètement. Je les laisse que sur Booking. Mais les meilleurs appartements, je les laisse sur... Et donc, ce qui est intéressant, c'est que sur Airbnb, t'avais plein de problèmes, mais sur Booking, ça marche. Donc, c'est une question plus de cible. C'est ça. Putain, c'est impressionnant. Et pourquoi, selon toi, c'est quoi la cible différente ? Moi, je vois Booking comme un peu... Ça va faire bizarre ce que je dis, des vieux de 50 ans. Ah ouais, tu penses ? Et Airbnb, plus des jeunes... je sais pas, moi, j'ai l'impression que... Moi, je loue plus facilement sur Airbnb que sur Booking, je sais. Ah ouais ? C'est quoi, pour toi, la différence de cible entre Airbnb et Booking ? Booking, ils sont moins regardants. Ok. J'ai l'impression. C'est plus un public qui va dans des hôtels d'habitude ? Alors, sauf, c'est plus des publics. Tu peux avoir un public qui va à Saint-Denis aussi. Ok. Voilà. Putain, les gens qui habitent à Saint-Denis, alors, les pauvres, on va les dégoûter de... Non, mais en tout cas, parce que sur Booking, tu peux tout faire et n'importe quoi. Il y a des mecs qui mettent Titi du 93, ils peuvent réserver ton appartement. Okay. Sauf justement si tu mets un process en place où tu veux une vérification d'identité. Tu mets une caution et tout ça, toi ? Franchement, pas sur tous les appartements. Ok. Pas sur tous les appartements, sur on va dire ceux où j'ai le plus de problèmes, je mets une caution, mais il y en a où je mets pas une caution, mais j'ai souscrit en fait à une assurance où les gens ils payent 35 € et peu importe ce qui casse. Il y a une. Voilà. Parce que c'est vrai que le air cover, tu te sens beaucoup plus en sécurité que le Booking où il y a un petit flou là-dessus. De toute façon, c'est comme pour toi, hein. Tu as les avantages, les inconvénients. Et après, quand on t'appelle là, voilà. Et le service client Booking, oh là là. Ah non, mais. C'est aussi pour ça que je suis resté sur Airbnb. J'ai un pote qui a eu des galères, c'est Gilles. Ouais. Il a eu une télé qui a été défoncée par des voyageurs. Je sais pas, ils ont dû se disputer. Ouais. Il avait pas de caution. Booking était mal organisé, etc. Ah non, Booking, c'est pour ça, c'est. Quand je dis ils sont moins regardants du côté du voyageur et du propriétaire, tu vois. Tu te sens plus protégé avec Booking ou avec Airbnb ? Airbnb. Mais il y a quand même Booking qui marche mieux. Et Airbnb, en fait, t'as une clientèle beaucoup plus regardante aussi, pointilleuse, puisqu'ils savent que s'ils disaient on veut être remboursé, ils seront remboursés. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'Airbnb, ils aident beaucoup plus les voyageurs en ce moment que les autres, alors que sans nous, il n'y aurait pas forcément les voyageurs. Ça, c'est dur parfois. J'ai l'impression de la pupute de Airbnb. C'est ça, et c'est pour ça qu'ils te mettent en valeur, ils te mettent en avant expérience. Et c'est pour faire un tri aussi. Ouais. Pour tous ceux qui ne sont pas professionnels, qui sortent du marché. En même temps, là, je m'en souviens, quand il y a eu les JO qui sont arrivés, tout le monde me disait « Ah, Mathéo, tu vas te mettre bien. » Et même mon oncle m'en parlait en mode « Ah, et tout ça. » Et tu sais que quand même ton oncle, quelqu'un t'en parle, tu sais que c'est comme la crypto, tu vois. Quand tout le monde te parle « Ah, t'as de la crypto et tout ça », tu sais que c'est le moment où il faut vendre, tu vois. Et enfin, je sais pas, toi, ton expérience, ça serait intéressant de voir ça. Mais moi, ça n'a pas si bien marché que ça au final. Hein. Les prix, on a dû les diminuer. J'avais eu une grosse réservation. Au final, ils ont annulé un petit peu. Exactement, et je peux comprendre. En janvier, tu loues à 180 € la nuit. Et tu vois 2 mois avant d'y aller qu'au final, maintenant, c'est à 80 € la nuit. Forcément, tu vas annuler et tu vas louer autre part. Franchement, je suis resté dans mes coûts, etc. J'ai pris des appartements et j'arrive, oui, vous inquiétez pas, on va faire ça et tout. Là, vous allez prendre... J'étais en conciergerie, vous allez prendre 15 000 le mois et tout. Mon frère qui me dit, ouais, bon, non, reste avec ta copine, je prends ton appart, t'inquiète. Après ça, on se barre à Dubaï. Un gars, là, il est parti à Roubaix plus que Dubaï, là. Écoute, après ça, tiens, 3 000. Il y a juste sur Paris Intramuros, si tu as trouvé la bonne personne et que l'appartement était magnifique, oui. Mais un studio, un T2, non. Ça n'a pas marché. Ouais, donc, vraiment... Mais même gros fake. Mon frère j'avais son appartement sur Asnières, ça n'a pas marché de ouf. Carrément, ça a marché juste après. Là, quand ils devaient le reprendre, j'avais des réservations. Je viens pour une semaine, 1 400 €. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, tout le monde a mis son appart sur Airbnb. Le niveau était bas parce que les gens ils prenaient avec leur iPhone.
Ouais. Donc, mais limite, tant mieux. Et de toute façon, mieux vaut être dans un endroit où non, tout le monde est parti. Et voilà, le but. De toute façon, quand t'es professionnel, tu te démarres tout le temps. C'est les meilleurs. Dans tout dans la vie, quand t'es professionnel, ça paye, quoi. Et pour revenir, j'en parlais, pour revenir, par contre, j'ai des appartements, c'est des trous. Tu vois? Quand je dis des trous, ils sont pas sexy, j'ai pas eu le temps de les rénover, en fait, tu vois. Et comme je t'ai dit, moi, je les mets directement. Mais par contre, les prix, je les mets super bas et je les market comme, c'est bien pour les backpackers, les personnes qui viennent pour un petit truc de 50 € rapidement, budget, mais pas loin de la mer. Ils le savent, quoi. Voilà, ils le savent, budget, pas loin de la mer. Et c'est l'un des appartements qui marche le mieux. C'est vrai. Et je mets 3 nuits minimum, tu vois. Et c'est l'un je fais du x2, x3. C'est parfois le piège dans la rénovation Airbnb, c'est que quand c'est tes premiers projets, tu mets beaucoup ton cœur. Et tu fais comme si c'était ta résidence principale. Ouais, sauf que quand tu mets ta résidence principale, tu mets certains objets, etc. Sauf que parfois, il y a des gens, c'est des sauvages. Ils vont pas respecter. Et c'est horrible. Et c'est horrible parce que parfois, tu as envie juste de faire un truc schlag. Ouais. Et du coup, si tu fais un truc schlag, le niveau, il reste aussi bas et ça avance pas. Alors que si tout le monde respectait plus ou moins, là, dernièrement, j'ai mis un appartement en location et il y a la femme de ménage qui m'envoie des photos. Et vraiment, c'était 2 Américaines. Elles avaient laissé des déchets de partout. Énorme manque de respect. Et tu dis, mais tu te rends compte, c'est une question d'éducation, là. Moi, j'étais pas gêné pour moi, parce que je savais que la femme de ménage allait s'en occuper. Mais j'étais gêné d'annoncer ça à la femme de ménage, qu'elle devait s'en occuper. Du coup, j'ai demandé une réclamation de 45 € pour compenser le travail de la femme de ménage. Mais il y en a, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de cœur, quoi. Ouais, non, ils s'en foutent. Parce que femme de ménage, ça, c'est un sujet qui est intéressant aussi de parler. Parce que c'est pas facile, le métier de femme de ménage, de trouver ces personnes-là sur du long terme, parce que c'est un métier qui est pas facile. Tu vois personne, ou du coup, la plupart du temps, elles appellent quelqu'un ou elles écoutent de la musique. Ouais. Ça a aussi un avantage, mais aussi un inconvénient, parce que les femmes de ménage qui font du particulier en résidence principale, quand typiquement, je sais que ma grand-mère, Georgette, elle est insupportable avec ses femmes de ménage. Pourquoi? Parce qu'elle est assise, elle regarde si elle passe bien le plumeau, si elle passe bien, elle compte les heures. Et parfois, les femmes de ménage, elles les testent. Alors que sur Airbnb, là, elles font leur taf. Elle sait que c'est un investisseur, ils sont payés 2 heures. C'est comme pour toi encore, ça a des avantages et des inconvénients. C'est quoi ton process, toi, pour trouver des femmes de ménage? C'est du bouche à oreille, tu vas sur Le Bon Coin, le bouche à oreille c'est quand même mieux, mais c'est quoi toi? Je sais qu'il y a des process, mais des fois j'engage des femmes de ménage genre au loin, tu vois. Ok. Par exemple, s'il y a un problème en Guadeloupe et que je dois le changer ou dans le sud, je suis obligé de le faire à distance. Donc, je leur demande s'ils ont déjà fait du Airbnb, si elles font de la prestation. Maintenant, depuis l'épisode d'Antoine, je fais plus à la prestation, mais moins à l'heure. Et après, ça va être du test. Hein. Ça va être aussi simple que ça va être du test. Quand tu vois qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, et c'est bizarre, des fois, le même logement, il peut avoir 2 notes différentes comparées avec 2 services de ménage différents. C'est ouf. Il y en a. Ça joue à quoi, la rigueur? Je pense que c'est ça. Ouais, c'était pas ça, ou bon, ils vont dire que c'était ça. Ils disent pas que c'est sale, parce que c'est pas sale, mais ils vont trouver plein de défauts. Parce qu'ils sentent une valeur perçue. Et c'est ça le piège parfois faut pas mettre un prix trop cher non plus. Ouais. Parce que si la valeur perçue est pas en adéquation avec le prix, là tu crées de l'insatisfaction et ça va se répercuter sur le prix. C'est pour ça que, en effet, c'est bien d'augmenter les prix, mais un studio, d'un moment, tu vas pas mettre 180 € pour un studio parce que là, en effet, tu auras de l'insatisfaction. Mais étrangement, c'est donc avec le service de ménage que j'ai maintenant, j'augmente les prix et les gens sont contents de payer le prix, alors qu'avant, non, ça vaut pas le coup. Et sur Airbnb, tu as mis en place pour que la femme de ménage soit co-hôte et qu'elle reçoive directement les fonds? Non, du tout, c'est avec mon channel manager. Ok. Ils reçoivent directement les notifications et après, je les paye à la fin du mois. Ok. Et alors, Home Next, du coup, en termes de CA, on va parler chiffres. Si c'est après, on parle vous tournez à combien à peu près? En volume d'affaires, là, sur l'année dernière, on était dans les 600 000 €. Ouais. Et là, l'objectif de cette année, c'est de viser les millions. Ouais. Et ce qui est... En fait, nos stratégies, c'est que pendant longtemps, on faisait des petites surfaces, etc. Donc forcément, tu dois faire du volume. Ouais. Et depuis qu'on a commencé à faire de la résidence principale, du haut de gamme, etc., en fait, tu peux faire en un projet, ça peut, en termes de marge, ça peut valoir au final 2, 3, voire 4 projets de petite surface. Donc forcément, au bout d'un moment,
l'objectif quand tu fais de l'immobilier ou même de la rénovation, c'est pas de faire du volume, c'est de trouver les bons projets et justement pouvoir marger suffisamment pour justement pouvoir enchaîner par la suite sur d'autres projets et pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires, parce que gérer un client, c'est toujours plus simple qu'en gérer 4. Gérer un projet, c'est toujours plus simple qu'en gérer 4. Et si en un projet, tu peux générer la marge de 4 autres projets, bah, c'est toujours plus intéressant. Et donc là, l'objectif, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, depuis qu'on on fait de plus en plus de résidences principales, plus de haut de gamme, bah, en quelques projets, on a fait presque le volume d'affaires de l'année dernière. Et donc là, l'objectif, c'est continuer à faire de l'investissement, parce que c'est de là qu'on vient, et c'est souvent avec Vidal Invest où je chasse, etc. Mais notre objectif, c'est de faire beaucoup plus de résidences principales, beaucoup plus de haut de gamme. Là, on est en train de refaire le site internet pour vraiment redynamiser notre image et que ça soit beaucoup plus dans le haut de gamme. Ouais. On a un shooting photo le 4 juin, pareil, pour faire des photos beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus haut de gamme. Et donc là, l'objectif, c'est de pouvoir faire ça. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'au tout début, on avait des projets à 30, 40 000. On était waouh, etc. Ensuite, tu as un projet à 100, 120 000, tu dis waouh, incroyable. Ouais. Et là, dernièrement, on a eu une demande pour un projet à 800 000. Et là, tu dis putain, c'est beau. Et limite, maintenant, c'est horrible, hein, mais quand tu as un projet à 800, 30 000, ça te paraît un petit projet, tu vois. Alors qu'avant, les 30 000, c'était énorme. Et après, voilà, on reste les pieds sur terre. Et l'objectif, c'est d'avancer doucement, mais sûrement, comme, on va dire, un bon paysan, et ne pas confondre vitesse et précipitation. Mais en soi, on n'a pas réinventé la roue. On a juste mis des process. On est assez bon en marketing, en communication. On met en lien des personnes qui sont compétentes avec des personnes qui ont besoin de, justement, rénover chez eux. Et j'espère que ça va continuer à bien marcher. J'en suis sûr, parce qu'il y a de quoi faire. Et quand on parle avec les agents immobiliers, la plupart, c'est impressionnant comme ils ne sont pas accompagnés pour les travaux. Alors qu'ils vendent des biens avec travaux. Et typiquement, les gens, ils n'arrivent pas à se projeter. Ils visitent un bien, ils se disent « Waouh, ça va me coûter trop cher ». En fait, il y a personne qui propose, par exemple, des plans ou une esquisse et plus ou moins un préchiffrage. Et quand ils font une visite, qu'ils ont notre préchiffrage et une esquisse, bah, là, ils arrivent à se projeter. Et comme ils arrivent à se projeter et que c'est notre document, bah, forcément, ils vont nous contacter plus facilement, tu vois. Et donc, pour une personne qui a un petit budget, mais qui veut rénover son appart, on va dire un T2, tu penses qu'un bon budget, ce serait combien ? Nous, c'est à Omnext, pour la qualité et la gamme qu'on fait pour ensuite pouvoir louer au prix qu'on indique, c'est du 1 400 € du mètre. Pour tout refaire, faire quelque chose de clean, hors frais d'architecte. Après, les frais d'archi, ça dépend de la complexité du projet, etc. Donc ça, c'est pour un projet de type studio T2. Et après, si on veut avancer sur des plus grosses surfaces ou de la résidence principale, on est monté jusqu'à des projets à 3-4 000 € du mètre, en fonction des matériaux, en fonction de plein de choses. Donc parfois c'est ça qui est compliqué, c'est de donner un prix au mètre carré moyen, parce que en fait ça dépend de tout. Moi je vais aimer un type de carrelage, toi tu vas aimer un autre type de carrelage, et c'est en fonction des matériaux que les prix montent ou descendent. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que souvent il y a parfois des clients qui viennent et qui nous disent « Ah, j'ai reçu des devis ». Et ils disent « Ok, mais on peut voir les devis ». Et tu vois les devis, en fait, c'est des devis en quelques lignes. Donc, en effet, le devis, il est pas cher, mais ils font un devis sans connaître les matériaux qu'ils veulent. Donc, forcément, tu mets un devis comme si tu allais mettre un vieux stratifié, un vieux carrelage premier prix de Leroy Merlin. Et en fait, les gens, ils comprennent pas que pour comparer un prix, il faut avoir un bon axe de comparaison. Et si tu regardes que le prix, bah forcément, il y aura toujours moins cher. Ce qu'il faut regarder, c'est déjà 1, l'accompagnement, 2, le devis, s'il est détaillé. Nous, on impose toujours la norme NFP 30001 qui impose des pénalités de retard de 5% en cas de retard sur le projet. Et typiquement, chaque fois qu'on parle de cette norme, par exemple, quelqu'un qui dit « Ah, je vais avancer avec cet artisan », on lui fait « Est-ce qu'il a cette norme ?» Il dit, c'est quoi cette norme ? Et en fait, la plupart des gens, ils sont pas formés. Et c'est normal. Quand c'est pas ton milieu, t'es pas formé dans les travaux. Et justement, l'objectif, c'est de pouvoir être accompagné de personnes qui vont te conseiller pour l'architecture, avec l'artisan. Parce que c'est un peu la guerre, hein. Sinon, si t'arrives directement qu'avec un artisan, pareil, les personnes qui veulent que tu les accompagnes que pour la conception, ils se rendent pas compte de le suivi de chantier, comment c'est compliqué. Parce que le suivi de chantier, tu as toujours des galères. On va pas faire le vendeur des rêves, tu as toujours des galères. Mais quand tu as des galères et que l'artisan, l'ouvrier peut appeler l'artisan et l'artisan peut appeler
l'ouvrier appelle le chef de chantier appelle l'architecte, l'architecte peut lui apporter des réponses claires et rapides. Alors que si le chef de chantier appelle le client, il est sur son bureau, il sort d'un meeting avec Carrefour et on lui demande le zélige, je dois le mettre comme ça ou comme ça. Donc c'est toujours comme ça de toute façon. C'est un rapport temps, énergie, argent. Les gens, quand ils font un premier projet, ils se rendent pas compte de tout le temps et de l'énergie que ça va leur prendre. Une fois qu'ils ont eu toutes ces galères, et ben là, ils passent avec nous. Et sinon, c'est des personnes quand même. Souvent, nos meilleurs clients, c'est les gens qui ont la fibre business et qui comprennent le fait que c'est important de déléguer et que toi, il faut que tu te concentres sur ton domaine d'expertise, qui est, par exemple, si la personne elle est chef d'entreprise, elle va se concentrer là-dessus. Et sur les travaux, elle va déléguer avec quelqu'un. Et il n'y a pas tout le monde qui sait déléguer. Toi, tu as réussi facilement à déléguer ou tu as mis du temps, par exemple? Je pense que j'ai mis du temps. Et en fait, ça dépend de la personne que tu as en face. Si tu vois que la personne, elle prend les devants, etc., tu vois, il n'y a pas de souci. Et je suis pas un mec qui suit derrière à chaque fois. Carrément, si tu me dis, ok, aujourd'hui, notamment avec les femmes de ménage, si je vois que la femme de ménage, elle a fait un ménage sur 10, il y en a un qui n'a pas été bon, je sais que c'est un truc qui est chiant, tu vois. Je lui dis, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Mais par contre, je te montre quand même, tu vois. Je te montre, voilà, je sais qu'il y a des clients qui sont chiants, mais tranquille. 2, 3 fois. En fait, ça dépend aussi de la personne. Quand quand tu connais on va dire, le caractère de la personne, tu peux dire, c'est un mauvais jour, ou elle passe une petite... Ça reste de l'humain, hein. Voilà, exactement. Elle passe une petite tempête, mais il y en a d'autres, tu dis, la première fois, déjà, tu le sentais pas, tu dis, c'est bon, ça sert à rien. Non, mais c'est important aussi de connaître avant de déléguer, je trouve que c'est important aussi de le faire soi-même, parfois certaines choses, parce que comme ça, tu sais mieux déléguer. Il y a un exemple, on était passé, parce que tu sais, quand tu as une entreprise, tu veux développer le SEO sur Google. Et on était passé par un gars qui s'était occupé de notre SEO, mais il nous parlait chinois, on comprenait rien. Du coup, on lui donnait 1 000 € de budget pour le SEO et on le payait 1 000 €. Et 2 000 € qui partaient tous les mois. Et chaque fois, il nous disait plus ou moins, c'est parce que... c'est parce qu'il faut améliorer la balise GT, je sais pas quoi. Nous, on comprenait rien. Et c'est là que tu dis, surtout quand c'est ton argent et qu'encore une fois, on avance en fonds propres, c'est pas des levées de fonds. Chaque euro investi doit être rentable. Ça nous a amené des projets, mais pas des projets de dingue. Et c'est là que, quand il y a un sujet que tu maîtrises pas, en effet, parfois, il faut passer avec quelqu'un, mais c'est important quand même de connaître les bases pour savoir s'il est bon ou pas. Tu vois. Sinon, il te raconte une histoire et il te parle chinois, et toi, t'es OK, et il te prend ton argent. Comme tu dis, j'ai testé le ménage dans les premiers, tu vois. Je les ai fait moi-même. Tu te dis, je vais essayer de gratter quelques pièces, je fais le ménage tout seul. Tu vois, quand tu as des mauvais retours. Mais je l'ai fait le ménage. C'est quoi? Et tu respectes encore plus les femmes de ménage, parce que c'est pas le personnel de ménage. Hein, c'est un lapsus quand je dis femmes de ménage, mais en effet, c'est un métier qui est pas facile, et c'est pour ça qu'il faut vraiment les respecter et les soutenir un maximum. Et en effet, parfois, elles peuvent faire des erreurs, il faut leur dire. Mais moi, vraiment, je suis leur défenseur numéro 1. Et c'est important la confiance, parce que parfois, tu as des voyageurs qui vont essayer de te douiller. Et moi, peu importe ce qu'ils disent, je fais confiance à la femme de ménage, parce que j'ai totalement confiance en elle. Et c'est important, la confiance. On revient encore une fois sur la confiance. Et ça va être l'un des épisodes de SLN Host où on va justement essayer d'inviter une femme de ménage. Ça va être hyper intéressant. Connaître plein de problématiques, que ça soit sur le type de nettoyant, sur les choses redondantes, sur les avantages, les inconvénients. Moi, ça va être hyper intéressant. Ménage, avant même d'ouvrir la porte, j'avais le cœur qui palpitait. Je me dis, dans quel état je vais découvrir? Putain. Quand t'as eu un doute la veille, tu te dis, putain, dans quel état je vais découvrir? Capote, par terre, des trucs, des ceci, des ceci. Ouais, ça peut durer 30 minutes, comme ça peut durer 2 heures, quoi. Parce qu'avant, tu faisais pas la prestation, toi, tu faisais à l'heure, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je faisais à l'heure, parce que je me disais, généralement, ils le laissent assez propre. Mais après, tu comprends qu'en fait, non, il vaut mieux le faire à la prestation, avec le service de blanchisserie, et puis comme ça. Ouais, moi, c'est ce que je fais. Et quand la personne est très bonne, parfois, je peux même augmenter un peu. Ouais, exactement. Parce que dans tous les cas, c'est pas toi qui paye, c'est le voyageur. Et si elle est bonne, au bout d'un moment, tout travail mérite salaire, et la tranquillité, ça n'a pas de prix. Et il y a trop de personnes, quand ils ont des bons employés,
ils cherchent pas à les augmenter parce que ils préfèrent prendre un nouveau petit stagiaire, l'augmenter, et lorsqu'il va vouloir un petit salaire, il va le virer, il va prendre un stagiaire. Et c'est important d'avoir une vision long terme, et quand tu as quelqu'un qui est bon, de le garder dans ton équipe, tu vois. C'est tellement dur d'avoir des gens bien éduqués et professionnels que quand tu en as un bon dans ton équipe, faut tout faire pour le garder. Je garderai ça en tête. Et du coup, on va dire le délai de livraison d'un appart de 40-50 mètres carrés, vous mettez combien de temps? C'est environ entre 3 et 4 mois, en fonction de plusieurs problématiques, bien sûr. Mais en règle générale, on est entre 3 et 4 mois. Et l'objectif, c'est toujours d'avoir une vision pessimiste. Typiquement, si ça dure entre 3 et 4 mois, au client, on va toujours lui dire que ça va durer 4 mois. On va pas dire 3 mois pour qu'après, ça soit 3 mois et demi, il y ait de l'insatisfaction, mauvais avis, etc. Donc, que ça soit dans les travaux, il faut toujours avoir une vision pessimiste, que ça soit sur les délais, sur le prix. Comme ça, la personne, lorsqu'elle va faire financer son bien et financer les travaux, exactement. Lorsqu'elle finance, on lui dit ça va coûter plus ou moins 50 000, en étant pessimiste. Si elle fait son budget et qu'au final c'est 40, elle aura 10 000 euros en plus qu'elle va pouvoir, peut-être soit elle peut augmenter en effet le devis en mettant certains matériaux, soit c'est de la trésorerie qu'elle peut garder de côté. Mais oui, en effet, c'est important de bien protéger le client en faisant de la contre-vente au final et en leur disant que notre objectif c'est d'être pessimiste, parce que dans les travaux il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et c'est justement pour ça qu'on est là, tu vois. Et vous êtes à combien dans l'équipe là actuellement? Là, on est principalement avec des freelances, avec des indépendants. Et là, du coup, dans le cœur du réacteur, il y a du coup Gilles, moi, Parmida. Et après, on a une équipe d'architectes, on est à peu près 6 ou 7. Donc, tu as Anastasia, Clairvy, Maëlle, Nevena, Caroline. Voilà, on en a plein d'autres. Désolé, j'ai oublié certains noms. Et après, on a nos équipes aussi d'artisans. On a 8 entreprises avec qui on bosse. Notre objectif, c'est pas d'avoir le plus d'entreprises possible, c'est d'avoir les entreprises en qui on a confiance et on sait que ça va bien se passer. Et à nos débuts, on a fait des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Et donc, typiquement, quand on a une entreprise qui rentre dans le cahier des charges et de la gamme Home Next, on vérifie toujours l'assurance décennale. C'est la base. On vérifie l'assurance décennale, pour ceux qui savent pas, c'est si tu as un problème et que l'artisan répond plus, tu peux contacter l'assurance décennale et l'assurance décennale va te rembourser. Okay. Un document pour voir au niveau, j'ai oublié comment on appelle ça, un document sur la sinistralité. D'accord. Ça te permet de voir les 3 ou 4 dernières années si l'artisan a eu des sinistres. Donc ça te permet d'avoir plus ou moins un état des lieux sur la personne, savoir si elle est bonne ou pas. Forcément, le cabis, si elle change, ça, la société date de moins de 2 ans, c'est pas bon signe. Pourquoi ? Parce que le problème des artisans, c'est que ils sont bons pour les travaux, mais c'est pas des bons gestionnaires. Et comme c'est pas des bons gestionnaires, ils ont des galères de trésorerie. Ouais. Et comme ils ont des galères de trésorerie, ils ferment une boîte, ils en créent une autre, et ils font ça tous les 2 ans. Donc ça, typiquement, c'est à éviter. Le côté humain aussi, parce que ça reste de l'humain. Et si tous ces critères sont réunis, on commence à bosser avec eux. Et ce qui est hyper important pour nous aussi, c'est le duo architecte-artisan. Typiquement, le problème, souvent, c'est les problèmes de communication. Et un architecte va avoir un côté plus peut-être artistique, alors qu'un artisan va avoir un côté plus pratique, voire brut de décoffrage, tu vois. Donc, c'est 2 personnes qui ne sont pas censées, dans la vraie vie, forcément se rencontrer. Et justement, le but, c'est qu'il y a un duo qui se forme, où ils s'entendent bien, et que si l'architecte fait une erreur, l'artisan va pouvoir le dépanner, et si l'artisan fait une erreur, l'architecte va pouvoir le dépanner. Et il faut pas commencer à rentrer en mode l'architecte, le client, l'artisan. Si l'artisan fait une erreur, l'architecte va dire oui, non, c'est l'artisan, et en fait, ça devient des enfantillages. Et je peux te dire, pour être dans le milieu depuis un petit moment maintenant, parfois c'est juste des problèmes de communication et des enfantillages. Et parfois, on en rigole avec Gilles parce qu'on a l'impression d'être plus des coachs mentaux et des traducteurs qu'autre chose. Parfois, typiquement, une architecte peut se plaindre de cet artisan. On peut lui dire, mais est-ce que tu l'as appelé au téléphone ? Non, mais parce que... Appelle-le au téléphone. Une fois qu'il l'a au téléphone, en fait, c'est un quiproquo. C'est juste que les artisans, ils sont très peu sur leur portable, ils sont beaucoup plus à l'oral, etc. Pareil, un artisan qui peut se plaindre de quelque chose. Est-ce que tu as regardé le document de compte-rendu de chantier que tel architecte avait fait ? Ah bah non. Ok. Et en fait, pour chaque problème, tu as des solutions. Ça sert à rien de s'inquiéter.
Et dans l'entrepreneuriat, même dans la vie, c'est hyper important de contrôler ses émotions. Parce que si tu commences à te laisser embarquer par tes émotions, c'est là que tu fais des énormes erreurs. Et c'est important de bien tout cadrer là-dessus. C'est clair. Et donc, si un conseil que tu pourrais donner, ou du moins les étapes que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une société de rénovation en partant de zéro en 2020. Créer sa société de rénovation ou créer une société d'architecture et de rénovation Rénovation. Rénovation, c'est déjà, dans un premier temps, de savoir déléguer et trouver les bons ouvriers. Pourquoi ? Parce que quand tu es chef de chantier, donc si tu crées ta boîte, il va falloir que tu trouves les bonnes personnes. Et le problème des artisans, c'est qu'ils sont au four et au moulin. C'est-à-dire qu'ils doivent trouver les projets et ils doivent aussi faire les projets. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu es un chef d'entreprise, il faut savoir travailler sur ta société, mais pas dans ta société. Ouais. Donc l'objectif, c'est qu'ils puissent avoir d'autres chefs de chantier, qui puissent avoir leurs équipes, et que lui, sa mission, c'est de trouver des clients, trouver des devis. L'une des techniques qui est bonne aussi, c'est de faire de la prospection et de trouver des apporteurs d'affaires. Parce que le business, c'est comme ça que ça marche. Tu as un apporteur d'affaires qui te met en relation, ouais. Il prend une com, et c'est comme ça que ça marche. Et si la personne, elle a un bon mindset, qu'elle comprend ça, et que, bien sûr, elle prend la com d'apporteur d'affaires, mais qu'elle l'englobe dans sa marge parce qu'elle sait que c'est un projet gratuit où elle n'a pas dû dépenser du marketing, ouais. Elle n'a pas dû dépenser de la communication, les projets viennent tout seuls. Et avoir une bonne gestion financière, parce que la plupart des entreprises, c'est ça le problème. Et je peux comprendre, parce que tu vois, mes parents, ils sont kinés. Quand tu es kiné, on t'apprend à être kiné. On t'apprend ouais. Pas à gérer une boîte, gérer les impôts, etc. Pareil, les architectes, quand on leur fait des études d'architecture, on leur apprend à être architecte. On leur apprend pas à créer une société. On leur apprend pas la comptabilité. On leur apprend pas tout ça, en fait. Alors que la base du business, c'est quand même ça, tu vois. Et donc, voilà, ces conseils-là, pour être assez quand même généraliste, assez rapide, que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer pour créer sa société de rénovation. Ok. Et en réno / Airbnb, la plus grosse galère que tu as eue pendant les travaux ou pendant que le bien était loué et qu'on a dû après faire les travaux, on va dire. Franchement, ça va ? Je touche du bois, mais j'ai pas eu d'énormes dingueries. Hein. Ah ouais ? Ouais. J'ai pas eu d'énormes dingueries. Non, franchement... Si, c'est bon, j'ai un truc. Ah, vite, l'histoire, elle est... Septembre dernier, je me couche un peu plus tôt parce que j'étais sorti la veille. Du coup, je me couche à 22h. Je me réveille et parfois, tu sais, tu fais des insomnies. Ouais. Je me réveille à 6h du matin. J'enlève mon portable du mode avion et là, je vois plein d'appels de mon voisin du dessous à Charenton-le-Pont où j'ai un appartement. Mathéo, vite, réponds, nana, ok, j'appelle les pompiers. Et là, je me réveille, je fais, oh putain, c'est comme un cauchemar, comme dans les films. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je regarde, bon, il est 6h du matin, j'avais pas appelé le gars. Du coup, je peux te dire que là, après, t'es réveillé, hein, t'as pas besoin d'un réveil. Je me douche, etc. J'arrive enfin à voir le gars. Et en fait, il y a un dégât des eaux qui s'est fait pendant la nuit. Sauf que ce dégât des eaux allait l'étage du dessous et les gouttes allaient sur le circuit électrique qui commençait à grésiller. Et du coup, il a dû faire venir les pompiers pour qu'ils puissent du coup rentrer dans l'appartement. Heureusement qu'il y avait des voyageurs, sinon ils auraient pété la porte. Ils ont fermé l'eau. Donc les voyageurs, je me suis excusé, je leur ai remboursé une nuit. L'artisan, je l'ai fait passer le lendemain. En fait, il y avait l'arrivée d'eau générale de l'appartement, enfin des 2 appartements parce que c'est une découpe qui n'avait pas été modifiée. Et du coup, là, ça venait d'ici le dégât des eaux. Et donc, il a remplacé ça et après, tranquille. Et c'est pour ça que ça se voit pas. Mais ce que je conseille à tout le monde pour être tranquille, refaire toute la plomberie et refaire toute l'électricité. Parce qu'il suffit d'un élément de plomberie, comme cet exemple. C'est un des premiers apparts que j'ai refait qui n'avait pas été refait. Et bah, ce problème-là. Donc, plomberie, électricité, c'est pas sexy. Ça se voit pas. Ouais. Mais si tu veux investir sur du long terme et être tranquille, c'est vraiment la priorité. Ok. On passe au petit moment quiz. Yes. Donc là, je te passe 2 questions. Une question et tu auras 2 réponses. Ok. Et tu en choisis une sur les 2. Question 1. Tu ne peux bosser que sur un seul type de bien à rénover pour le reste de ta vie. Tu prends quoi ? Le studio ultra optimisé de 20 mètres carrés ou
la maison de campagne à transformer en pépite Airbnb? Moi, je suis monsieur petite surface. Les studios, je trouve ça plus sympa. Je trouve ça plus sympa parce que je trouve ça incroyable de savoir optimiser et reconfigurer des espaces qui sont, pour monsieur tout le monde, abandonnés. Et le fait de redonner une deuxième vie à un espace comme ça, qui est abandonné par monsieur tout le monde, et d'avoir des étudiants qui peuvent se loger grâce à ça, ça n'a pas de prix. Des étudiants ou, si tu veux le mettre sur Airbnb, des personnes, un appartement qui, au final, personne ne voudrait le refaire. Et savoir optimiser ça, je trouve ça incroyable. Et moi, je suis de l'école Gilles Grimm. J'ai investi que sur des petites surfaces. Donc, et surtout qu'on n'oublie pas, mais faut pas oublier que lorsque tu as une maison, par exemple, en région, parfois, et que tu dois tout refaire, parfois, les travaux sont beaucoup plus élevés que le foncier. Et donc, forcément, quand le budget travaux est beaucoup plus élevé que le foncier, c'est beaucoup plus galère d'aller lever de la dette auprès des banques. Alors que quand c'est un studio, que c'est une petite surface, tu as certes parfois des travaux qui sont plus élevés enfin non, t'as jamais les travaux qui sont plus élevés que le studio. Tu as des travaux quand même qui sont élevés par rapport au prix au mètre carré, mais le studio est toujours plus élevé, donc c'est plus facile à financer. Et on va pas se mentir, financer auprès d'une banque 5 projets à 150 000 euros, c'est plus facile que financer un gros projet à 400 000 euros auprès d'une banque. Et surtout que, en capitalisant, ça te permet au final de t'enrichir tous les mois. Le fait de pouvoir aussi, c'est un bien qui est beaucoup plus liquide. C'est-à-dire que tu peux revendre beaucoup plus facilement. Comme je disais tout à l'heure pour les parkings, tu revends un produit clé en main. Donc moi, je suis beaucoup plus team studio, petite surface. Si tu as un problème, c'est un petit problème. Alors que si c'est une maison, une toiture, ma grand-mère dans le sud a dû refaire sa toiture, 50 000 euros. Et donc moi aussi, là, j'aimerais bien, en vrai, te dire la maison. On a tous le rêve de la maison et tout ça. Mais ça reste des chiffres, ça reste de l'immobilier. Ça fait pas rêver, en effet, un studio de 15 mètres carrés à Villiers-sur-Marne. Mais si c'est rentable, go. Et je préfère louer 2 semaines un Airbnb où j'ai de la famille, ou je sais pas, quelque part. J'ai pas tous ces problèmes-là. Et par contre, mes biens que j'ai, ils sont rentables. Et on va pas se mentir, quand on fait l'immobilier, on n'est pas bénévole, c'est aussi pour gagner de l'argent et vivre dessus, tu vois. C'était une longue réponse, mais c'est ça. Les détails. Plus studio. Question 2. Un client t'impose un budget serré. Tu préfères sacrifier la déco, les finitions déco ou le mobilier? C'est limite, je prends même pas le client. Ah ouais? Je prends même pas le client parce qu'il n'a pas compris l'intérêt que le mobilier et la décoration, c'est hyper important. En effet, je pourrais aller dans son sens et lui dire, on enlève la déco. Mais le fait qu'on enlève la déco, il va louer beaucoup moins cher. L'appartement, il va être moins beau en photo. Du coup, nous, comme il est moins beau en photo, ça vend moins du rêve. Comme ça vend moins du rêve, les gens vont moins se projeter. Donc, encore une fois, c'est se tirer une balle dans le pied, tu vois. Mais sinon, ça serait la déco. Mais je trouve ça stupide de dépenser, tu vois. Je trouve ça stupide quand tu fais un projet où tu mets 30 000 euros de travaux et que le mobilier est dégueulasse. C'est pour ça aussi que nous, on accompagne sur le mobilier parce que on a fait des projets, toute transparence parfois, où le mobilier est dégueulasse alors que l'appartement, il est magnifique. Et ça, je peux te dire que ça déchire le cœur parce que on n'ose même pas faire un shooting parce que l'appartement, il est moche. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est le petit détail où les gens, ils ont qu'une envie, c'est vite de louer. Mais en fait, non, c'est hyper important. Et à un moment, il y a plein de gens qui allaient, par exemple, sur Easy Immobilier ou des choses vraiment pas chères. Ouais, mais en fait, tous les appartements, ils se ressemblent. Et quand un appartement, il ressemble à d'autres, tu te démarques pas de la concurrence. Et c'est toujours une question d'offre et de demande. Si tu te démarques, ton offre se démarque. Et souvent, les gens, ils disent, oui, c'est un problème de demande. Non, c'est ton offre qui est merdique, en fait. Alors que si ton offre, elle se différencie, et forcément, l'océan, il est bleu et tu vas avoir plein de clients ou plein de voyageurs ou plein de locataires. Ok. Merci. Donc, si il ne fallait rénover qu'une seule pièce pour booster les réservations, tu mets sur la salle de bain ou sur le salon? Salle de bain. Salle de bain? Salle de bain, ouais. Salle de bain. Il y avait la cuisine. Moi, je t'aurais dit, je pensais que c'était la cuisine et la salle de bain. En vrai, sur un appartement, c'est cuisine, salle de bain. Airbnb, si on reste dans le terme d'Airbnb, comme je t'ai dit, Airbnb, les gens, ils viennent pour la cuisine, pour pouvoir cuisiner, passer des beaux moments. Salle de bain, même si tu y passes que quelques minutes, c'est le moment où on est tous tout nus. On n'a que 5 ou 10 minutes pour nous. Et c'est un moment de détente, tu vois. Et si c'est un moment, au final, de frustration, où tu te sens pas bien, etc., même si c'est que 5 minutes, ça reste dans ta tête. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas sous-estimer les salles de bain et les cuisines. Moi, je dirais salle de bain et cuisine plutôt qu'un salon, tu vois. Ok, bon, mais j'aurais pas pensé, mais... Et en plus, salle de bain, c'est là où tu as beaucoup de plomberie. Si tu ne refais pas ta plomberie,
dégâts des eaux. Et alors qu'un salon, en soi, t'as pas de plomberie, donc t'as pas de problème. Donc c'est pour ça que cuisine, salle de bain, électricité, plomberie, si tu veux pas de problème sur le long terme, faut penser à ça. Ok. Et pour la question 5, la dernière, si tu devais lancer Omnext dans une ville en 2025, ce serait plus Lyon et j'allais dire Marseille. Ah, Marseille, je suis pour l'OM. Là-bas, il y a énormément de choses. Marseille, en fait, tu as énormément d'immobilier qui est en péril. Il y a énormément de choses à rénover. Et ce qui est bien, c'est que sur Marseille, tu as pas mal de choses à faire, mais aussi dans les alentours, La Ciotat, Cassis, tu peux avoir des maisons, des appartements, des villas. Donc, tu as vraiment beaucoup de choses à faire. Et je pense que c'est une zone à terme qu'on va développer parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et je t'avoue, pour moi, c'est aussi important d'avoir un bon cadre de vie. Et c'est vrai qu'à Marseille, tu as de quoi faire. Tu vois, j'étais week-end dernier au concert de Jul. Ouais, tu m'as vu. Quand tu es en scooter à Marseille, en 30 minutes, tu es au niveau de la mer. Alors que juste avant, j'étais avec Caroline, une archi, on parlait d'IMO, on était sur un projet et tout ça. Tu prends le scoot 30 minutes en écoutant du Jul et que tu arrives à La Ciotat sur une crique, tu dis, ouais. Et moi, si je fais tout ça, c'est aussi pour avoir une liberté de temps et aussi avoir une qualité de vie parce que travailler à la Défense ou Paris, c'est un peu parfois la machine où ça tourne comme ça. Et moi, je sais qu'à terme, je recherche quand même une qualité de vie qui est intéressante. Après, quand tu entreprends, tu es obligé d'avoir un déséquilibre au début. Là, je sais que je charbonne. Et peut-être que plus je vais vieillir, plus forcément mon énergie va peut-être diminuer, plus je vais rechercher une tranquillité d'esprit. Donc, Team Marseille et allez l'OM. La vision long terme, du coup. Sur quoi tu travailles? T'es focus sur quoi avec Omnext, en privé, en perso? Alors, sur Omnext, focus pour continuer à faire de plus en plus de belles rénovations, de plus en plus de la résidence principale sur Paris. Et le fait de revitaliser le patrimoine immobilier français, c'est un kiff. Si un jour on peut refaire un château, refaire des endroits de plus en plus beaux. Et plus tu rénoves sur Paris, plus t'es amoureux de l'histoire. Quand t'es amoureux de l'immobilier, t'es amoureux de l'architecture, t'es amoureux de l'histoire. Et Paris, c'est une ville qui est incroyable pour ça. Et quand tu redécouvres les appartements haussmanniens, tout ce que tu peux faire, c'est incroyable. D'un point de vue aussi perso, c'est continuer à lever de la dette, pouvoir continuer à investir en immobilier, des petites surfaces, etc. Et Vidal Invest, continuer à accompagner des clients pour développer leur patrimoine immobilier. Et voilà, il y a déjà pas mal de choses, mais voilà, c'est vraiment focus Omnext pour développer parce que c'est une belle aventure, il y a beaucoup de choses à faire. Et surtout, c'est quand même sympa, je trouve, comme je t'ai dit, de voir le avant-après. Ouais. Ça, parfois, tu sais, tu perds un peu en motivation et tu veux voir le chantier. Enfin, tu viens à la fin de chantier pour le shooting et tout ça et tu vois l'appartement et tu te dis, j'apporte vraiment de la valeur ajoutée dans ce monde. Tu vois. Ça, c'est cool. Écoute, Mathéo, merci. On peut te retrouver où, du coup? Sur Instagram, matteo.vidal. Et sur YouTube également, c'est là que je suis le plus. LinkedIn, j'ai un peu abandonné. Trop de boomers qui commentent et tout ça. Mais non, Instagram, YouTube. Écoute, merci et puis à une prochaine. Merci à toi. Merci. Ciao. Ciao.